Le bébé millionnaire ne mangeait rien. La femme de ménage lui a donné de son lait maternel et il a été sauvé. Le bébé de l'homme le plus riche de Paris était resté 5 jours sans manger, et personne ne savait que cette nuit-là, il mourrait dans mes bras. Telles furent les paroles que Sophie Laurent n'aurait jamais imaginé devoir prononcer devant un juge. Mais à l'aube du 15 octobre, alors qu'elle nettoyait les sols de marbre du manoir Lefebvre dans le quartier huppé de Neuilly-sur-Seine, tout a changé à jamais. Sophie avait 24 ans et travaillait depuis à peine 3 mois comme employée de maison dans cette imposante résidence de 3 étages, avec des jardins qui semblaient tout droit sortis d'un magazine de luxe et des fontaines d'eau qui coûtaient plus que tout ce qu'elle avait gagné dans sa vie. Elle venait d'un petit village de Bretagne, où la pauvreté lui avait appris à valoriser chaque euro, chaque opportunité. 6 semaines auparavant, elle avait donné naissance à une fille, une magnifique bébé qui n'avait respiré que 4 heures avant que Dieu ne décide de la lui prendre. Les médecins de l'hôpital Necker avaient dit qu'il s'agissait d'une malformation cardiaque congénitale. Sophie ressentait encore le poids de ses petits bras vides, le silence là où il aurait dû y avoir des pleurs, le lait que son corps continuait de produire sans avoir personne à nourrir. Elle avait désespérément besoin d'argent, les dettes des funérailles, le loyer de son minuscule appartement dans le 18 arrondissement, la pension qu'elle envoyait à sa mère malade à Nantes. C'est pourquoi elle avait accepté le travail chez les Lefebvre, malgré la douleur qu'elle ressentait chaque fois qu'elle voyait les berceaux de luxe dans la chambre du nouvel héritier. Antoine Lefebvre était le propriétaire de Lefebvre Investissement, un empire d'investissement immobilier évalué à plus de 200 millions d'euros. Son visage apparaissait fréquemment en couverture des Échos et du Figaro. Un homme de 42 ans, aux cheveux noirs parsemés de quelques mèches grises distinguées, à la mâchoire forte et aux yeux gris qui intimidaient quiconque croisait son chemin. Son épouse, Valérie Dubois de Lefebvre, était tout ce que Sophie n'était pas. Grande, mince, avec cet air de supériorité que seul l'argent hérité peut donner. Elle venait d'une famille aristocratique de Nice et n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Son monde tournait autour des événements caritatifs, des spas exclusifs et des dîners dans des restaurants étoilés Michelin. Ils avaient eu leur premier fils, il y a seulement 2 semaines, Sébastien Lefebvre Dubois, un bébé qui aurait dû être la joie de cette famille parfaite, mais qui se transformait en leur pire cauchemar. Cette nuit-là, Sophie passait l'aspirateur dans le couloir du 2e étage lorsqu'elle entendit des cris. Il était 2 heures du matin. Il venait de la chambre principale. « Je n'en peux plus, Antoine. Je n'en peux plus. Cet enfant me gâche la vie. » La voix de Valérie était hystérique, au bord de l'effondrement. « Calme-toi, s'il te plaît. » Les médecins ont dit qu'ils trouveraient une solution. La voix d'Antoine était fatiguée, vaincue. 5 jours sans manger. « Quoi? Combien de formules avons-nous essayé? 20? Il les refuse toutes. Il est en train de mourir, et tu me demandes de me calmer. » Sophie resta paralysée. Elle savait que quelque chose n'allait pas avec le bébé. Au cours des derniers jours, elle avait remarqué le défilé constant de pédiatres, de nutritionnistes spécialisés, et même d'un gastro-entérologue infantile venu de l'hôpital américain de Paris. Les Mercier nous ont invités à Saint-Tropez ce week-end. Te rends-tu compte que je ne peux pas y aller? Te rends-tu compte que je dois tout annuler parce que cet enfant ne veut pas manger? Valérie sanglotait, mais il y avait quelque chose d'étrange dans ses pleurs. Elle ne pleurait pas comme une mère inquiète, mais comme quelqu'un d'agacé, de plein de ressentiment. « Valérie, c'est notre fils, c'est foi ton foi fils. Je ne voulais pas tomber enceinte tout de suite. Tu as insisté. Tu as dit que nous avions besoin d'un héritier pour l'entreprise afin de conclure l'accord avec les investisseurs de Dubaï. C'était ton idée. » Sophie eut la nausée. Comment une mère pouvait-elle parler ainsi de son propre bébé? Elle donnerait n'importe quoi pour avoir sa petite Hélène de retour dans ses bras. Soudain, un faible, très faible gémissement. C'était le bébé. « C'est reparti. Je n'en peux plus. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Fais quelque chose, toi. » Valérie sortit en claquant la porte, passant devant Sophie sans même la regarder, dans sa robe de chambre en soie couleur ivoire et ses pantoufles de créateur. Sophie attendit quelques minutes. Les pleurs du bébé continuaient, de plus en plus faibles, de plus en plus désespérés. C'était un son qui lui déchirait l'âme. Elle connaissait ses pleurs. C'était le cri d'un enfant qui avait faim, qui avait besoin d'être nourri, qui avait besoin de sa mère. Mais sa mère était partie dormir. Elle prit une décision qui allait tout changer. Elle s'approcha de la porte de la chambre principale et frappa doucement. « Monsieur Lefebvre, excusez-moi, avez-vous besoin d'aide ?» Antoine ouvrit la porte. Il avait les yeux rougis, les cheveux ébouriffés, la chemise froissée. Il tenait le bébé contre sa poitrine, le berçant maladroitement. Sébastien était si petit, si fragile.
Sa peau avait pris une teinte pâle et inquiétante. « Sophie, je ne sais pas quoi faire. Il ne mange rien. Rien ne fonctionne. Les médecins ont dit que s'il n'acceptait pas de nourriture rapidement. » Sa voix se brisa. Cet homme puissant, capable de déplacer des millions d'euros d'une signature, s'effondrait face à l'impuissance de ne pas pouvoir sauver son fils. « Puis-je essayer quelque chose, monsieur ?» Sophie tendit les bras instinctivement. Antoine la regarda surpris, mais le désespoir prit le dessus. Il lui tendit le bébé. Dès que Sophie prit Sébastien dans ses bras, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis la perte d'Hélène. Une connexion. Le bébé cessa de pleurer un instant et ouvrit ses petits yeux sombres, la regardant comme s'il la reconnaissait, comme s'il savait qu'elle comprenait sa douleur, sa faim, son besoin. « Monsieur Lefebvre, j'ai eu un bébé il y a 6 semaines, elle. Elle est morte quelques heures après la naissance. » Sophie sentit les larmes couler sur ses joues. « Mon corps produit encore du lait. Si vous me le permettez, si les médecins ne trouvent pas d'autre solution, je pourrais essayer de l'allaiter, juste pour cette nuit, juste pour qu'il ait quelque chose dans l'estomac. » Antoine était sous le choc. Il regarda Sophie, puis le bébé, puis Sophie à nouveau. 1000 pensées devaient traverser son esprit. Le protocole, les classes sociales, ce que dirait sa femme, ce que penserait la société parisienne. Mais alors, il regarda son fils, ce bébé qui avait refusé toute nourriture pendant 5 jours, qui s'affaiblissait heure après heure, que les meilleurs pédiatres de France ne pouvaient pas sauver. « S'il vous plaît, » murmura Antoine. « Sauvez mon fils. » Sophie hocha la tête. Avec le bébé dans ses bras, elle se dirigea vers le canapé de la chambre, s'assit et, d'une main tremblante, arrangea le chemisier de son uniforme bleu. Elle approcha le petit Sébastien de sa poitrine. Ce qui se passa ensuite fut un miracle. Le bébé se mit immédiatement à téter. Avec une force que personne n'aurait imaginée dans son petit corps affaibli, il commença à téter, à se nourrir, à vivre. Antoine se laissa tomber sur une chaise, se couvrant le visage de ses mains. Il pleurait. Il pleurait de soulagement, de gratitude, d'émotion qu'il ne savait pas comment gérer. Sophie regardait le bébé pendant qu'elle l'allaitait, sentant que ce vide terrible dans sa poitrine commençait à se remplir à nouveau. Ce n'était pas Hélène. Elle ne pourrait jamais remplacer sa fille. Mais à cet instant, tenant cet enfant qui avait autant besoin d'elle qu'elle avait besoin de lui donner la vie, elle sentit que juste peu, ils pourraient se sauver mutuellement. Sébastien mangea pendant 20 minutes. Quand il se détacha finalement, il avait les lèvres humides de lait et une expression de paix absolue sur son petit visage. Il s'endormit dans les bras de Sophie, respirant profondément, calmement. Pour la première fois en 5 jours, le bébé millionnaire était rassasié. Mais aucun des deux, ni Antoine ni Sophie, n'imaginait que cet acte d'amour désespéré allait déclencher une tempête qui détruirait des secrets, révélerait des mensonges et confronterait 2 mondes qui n'auraient jamais dû se croiser. Car Valérie, Dubois de Lefebvre n'allait pas permettre à une simple employée de maison de devenir le salut de son fils. Et il y avait autre chose. Quelque chose qu'Antoine ignorait encore. Quelque chose que Valérie avait jalousement caché pendant tous ces mois de grossesse. Le petit Sébastien gardait un secret dans son sang. Un secret qui expliquait pourquoi il avait refusé toute nourriture, sauf celle de Sophie. Mais cela restait à découvrir. La lumière de l'aube pénétrait par les grandes fenêtres du manoir Lefebvre, lorsque Valérie se réveilla dans la chambre d'amis. Il était 7 heures du matin, et pour la première fois en près d'une semaine, elle avait réussi à dormir 6 heures d'affilée, sans interruption, sans les pleurs constants de Sébastien, sans les appels des médecins, sans la pression suffocante de se sentir observée, jugée, pointée du doigt comme une mère incompétente. Elle se regarda dans le miroir. 38 ans, mais elle en paraissait moins grâce aux soins du visage mensuel à la clinique esthétique de l'avenue Montaigne. Ses cheveux blonds parfaitement lissés, sa peau sans une ride grâce au botox stratégique. Elle avait retrouvé sa silhouette d'avant la grossesse en un temps record, s'entraînant 3 heures par jour avec son coach personnel. La grossesse avait été un cauchemar, non pas à cause des nausées ou des fringales, mais parce qu'elle signifiait perdre le contrôle de son corps, de son image, de sa vie sociale. Antoine avait tellement insisté pour avoir un héritier. « Les investisseurs de Dubaï veulent voir la stabilité familiale », disait-il. « Nous devons montrer la continuité de l'entreprise. » Pour Valérie, Sébastien était plus une exigence commerciale qu'un enfant désiré. Elle enfila sa robe de chambre en cachemire importé d'Italie et marcha pieds nus vers la chambre principale. Elle s'attendait à trouver Antoine épuisé, le bébé pleurant comme d'habitude, le même chaos habituel, mais ce qu'elle vit la laissa paralysée. Antoine dormait dans le fauteuil près de la fenêtre avec une couverture sur les jambes et dans le fauteuil à bascule en chêne qui coûtait 3 000 €, Sophie, l'employée de maison,
tenait Sébastien contre sa poitrine. Le bébé dormait profondément avec les joues rosées, respirant tranquillement. Sur la petite table d'appoint, il y avait un moniteur de fréquence cardiaque qu'un médecin avait dû laisser, affichant des signes vitaux tout à fait normaux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? La voix de Valérie résonna comme un fouet dans le silence de la pièce. Antoine se réveilla en sursaut. Sophie ouvrit les yeux effrayés, serrant instinctivement le bébé contre elle dans un geste protecteur. « Valérie, je peux expliquer. » Antoine se leva rapidement. « Expliquer quoi? Pourquoi cette femme est dans notre chambre? Pourquoi a-t-elle mon fils ?» Valérie s'avança, les poings serrés, son visage habituellement contrôlé, maintenant déformé par la fureur. Le bébé était en train de mourir. Sébastien n'avait rien mangé depuis 5 jours. Aucune formule ne fonctionnait. Sophie, elle a offert son aide. Son aide? Quel genre d'aide? Valérie regarda Sophie avec un mépris absolu. Elle remarqua alors le chemisier de l'uniforme légèrement ouvert, les taches de lait sur le tissu et comprit. « Non, 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 tu es en train de me dire que tu as permis à cet employé d'allaiter notre fils? Tu es devenu complètement fou. Je lui sauvais la vie, tu ne comprends pas. » Les médecins ne savaient plus quoi faire. Le docteur Dubois a dit que s'il ne mangeait pas rapidement, nous devrions l'hospitaliser avec une alimentation intraveineuse. Il aurait pu subir des dommages permanents. Alors tu l'aurais emmené à l'hôpital, mais pas ça. As-tu la moindre idée de ce que les gens vont dire s'ils l'apprennent? Les Dubois, les investisseurs, nos amis. Ce sera un scandale. Sophie se leva lentement avec Sébastien toujours endormi dans ses bras. Sa voix était plus ferme qu'elle ne le ressentait. « Madame Lefebvre, je voulais juste aider. Le bébé avait faim. J'ai perdu ma fille récemment, et mon corps produit encore du lait. Je n'avais pas l'intention de vous offenser ou de vous causer des problèmes. Je voulais juste que l'enfant vive. » Valérie la regarda de haut en bas avec ce dédain que seule une personne élevée dans la richesse peut perfectionner. « Ta fille. C'est pratique. Et qui me dit que tu n'as pas une maladie? Des drogues dans ton système? De l'alcool? Nous ne savons rien de toi, de ta vie, de tes gens. Valérie, ça suffit. » Antoine s'interposa entre les deux femmes. « Sophie a passé tous les examens médicaux lorsque nous l'avons embauchée. Elle est en parfaite santé et grâce à elle, notre fils est vivant et bien nourri pour la première fois en près d'une semaine. » Comme pour confirmer les paroles de son père, Sébastien s'étira dans les bras de Sophie et émit un petit son satisfait, sans se réveiller. Il était complètement différent du bébé pâle et affaibli de la nuit précédente. Il avait de la couleur sur les joues, respirait profondément et avait même pris un peu de poids en ces quelques heures. Valérie serra la mâchoire. Elle détestait l'admettre, mais Antoine avait raison. Le bébé avait l'air mieux, beaucoup mieux. « Très bien, » dit-elle finalement d'une voix froide. « Mais cela s'arrête maintenant. J'appelle le docteur Moreau, le pédiatre de la famille royale. Si quelqu'un peut trouver une formule qui fonctionne, c'est lui. Nous n'avons pas besoin des services alternatifs de l'employé. »« Maman !» Une voix d'enfant retentit depuis la porte. C'était Adèle, la fille de 7 ans du premier mariage d'Antoine. Une fillette mince aux cheveux foncés et aux yeux curieux, identiques à ceux de son père. « Pourquoi criez-vous? Vous allez réveiller le bébé Sébastien. Retourne dans ta chambre, Adèle, » ordonna Valérie avec dureté. Elle n'avait jamais établi de lien avec la fille d'Antoine, cet enfant qui lui rappelait constamment qu'elle n'était pas la première épouse, la première famille. « Mais je veux voir mon petit frère. Papa a dit qu'il était malade. » Antoine se dirigea vers sa fille et l'embrassa. « Il va mieux, princesse, beaucoup mieux. Mademoiselle Sophie l'a aidé. » Adèle regarda Sophie avec ses yeux profonds qui semblaient voir plus que ce qu'une enfant de 7 ans devrait voir. « Tu as guéri, mon petit frère ?» Sophie hocha la tête avec un sourire triste. « Je l'ai juste nourri, ma petite, comme le font les mamans, » dit Adèle avec innocence. Puis elle regarda Valérie. « Pourquoi tu ne l'as pas nourri ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Valérie se raidit, son visage rougit de honte et de colère. Antoine se racla la gorge, mal à l'aise. Sophie baissa les yeux. « Parce qu'il y a différentes façons de nourrir un bébé, Adèle, » dit finalement Antoine. « Parfois, nous utilisons des biberons avec des formules spéciales. » Valérie avait des complications médicales qui l'empêchaient d'allaiter. C'était un mensonge. Tout le monde dans cette pièce le savait. Valérie avait rejeté l'idée d'allaiter dès le premier instant. « Ça ruine les seins, » avait-elle dit. « Et en plus, c'est primitif. Les formules modernes sont là pour ça. » Mais les formules modernes n'avaient pas fonctionné avec Sébastien. À ce moment, le bébé se réveilla, ouvrit ses petits yeux et regarda autour de lui, désorienté. Quand son regard se posa sur Sophie, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Il sourit, un petit sourire, à peine perceptible, mais réel, et tendit sa petite main vers le visage d'elle. « Il a encore faim,
murmura Sophie. Elle connaissait les signes, le mouvement de la bouche, le petit son, la façon dont il cherchait avec sa tête. « Donne-lui le biberon qui est dans le chauffe-biberon », ordonna Valérie brusquement. « S'il a mangé hier soir, il mangera maintenant avec un biberon normal. » Antoine prépara le biberon avec la formule la plus chère du marché, importée de Suisse. Il l'offrit à Sébastien. Le bébé le rejeta immédiatement, tournant la tête, commençant à pleurer de frustration. Ils essayèrent une autre marque, une autre température, une autre position. Rien ne fonctionnait. Sébastien pleurait de plus en plus fort, arquant son petit corps, devenant rouge d'effort. C'était le même cri désespéré des 5 derniers jours. « S'il te plaît », dit Antoine en regardant Sophie avec supplication dans les yeux. Encore une fois, juste jusqu'à ce que le docteur Moreau arrive. Valérie allait protester, mais Adèle la devança. « Laisse-la, maman Valérie. Le bébé a faim, il va encore tomber malade. » Il y avait quelque chose dans la voix de la fillette, une maturité qui ne correspondait pas à son âge. Valérie la regarda avec irritation, mais ne dit rien. Sophie s'assit à nouveau dans le fauteuil à bascule. Avec des mouvements doux et naturels, elle approcha le bébé de sa poitrine. Sébastien se calma instantanément et commença à se nourrir. Ses petits poings se relâchèrent, sa respiration devint profonde et régulière. Antoine soupira de soulagement. Adèle sourit. Valérie quitta la pièce en claquant la porte. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'à cet instant précis, Madame Marguerite Fournier, la gouvernante de 60 ans qui travaillait pour la famille depuis 20 ans, avait tout entendu depuis le couloir, et Marguerite avait une nièce qui travaillait pour Paris Match. Dès le lendemain après-midi, tout Paris parlerait du scandale au manoir Lefebvre. Mais il y avait autre chose, quelque chose de beaucoup plus sombre. Pendant que Sébastien se nourrissait en paix dans les bras de Sophie dans une clinique privée de l'autre côté de la ville, le docteur Julien Martin examinait les résultats des analyses de sang qu'il avait prélevées sur le bébé quelques jours auparavant. Ses mains tremblaient en lisant les données sur l'écran de son ordinateur. Le groupe sanguin de Sébastien ne correspondait pas à celui de ses parents, ce qui était génétiquement impossible, à moins que l'un d'eux ne soit pas réellement son père biologique. Et le docteur Martin venait de découvrir qui était le véritable père de Sébastien Lefebvre-Dubois. Il prit le téléphone avec des mains tremblantes et composa un numéro qu'il avait enregistré depuis des mois, un numéro qu'il n'avait jamais pensé devoir utiliser. « Bonsoir », dit-il lorsqu'on lui répondit de l'autre côté. « J'ai besoin de parler à monsieur François Mercier. Dites-lui que j'ai des informations concernant son fils. » Au manoir Lefebvre, tandis que le soleil d'octobre pénétrait par les fenêtres, illuminant le visage paisible de Sébastien, personne n'imaginait que la vérité était sur le point d'éclater, et que, lorsqu'elle le ferait, elle détruirait tout sur son passage. François Mercier reçut l'appel du docteur Martin alors qu'il déjeunait au restaurant La Tour d'Argent, l'un des établissements les plus anciens de Paris. Il était l'associé principal de Mercier Finances, le principal concurrent de Lefebvre Investissement. Un homme de 45 ans, aux cheveux châtains, à la carrure athlétique et au sourire qui avait conquis des douzaines de femmes mariées de la haute société parisienne, y compris Valérie Dubois de Lefebvre. « Êtes-vous complètement sûr ?» demanda Françoise à voix basse, s'éloignant de sa table vers les toilettes privées du restaurant. « Les analyses ne mentent pas, monsieur Mercier. Le groupe sanguin AB négatif du bébé ne peut provenir que de vos gènes. Antoine Lefebvre est O positif. Il est biologiquement impossible qu'il soit le père. » François s'appuya contre le mur de marbre, traitant l'information. Il y a 10 mois, il avait eu une liaison tumultueuse avec Valérie. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité à l'hôtel Ritz. Elle était lassée de son mariage parfait et prévisible. Il était fasciné par l'idée de conquérir l'épouse de son plus grand rival commercial. Ce qui avait commencé comme un jeu dangereux s'était transformé en rencontre hebdomadaire dans un appartement discret du Marais. Valérie lui avait dit qu'elle prenait des contraceptifs. Elle avait manifestement menti ou avait été négligente. « Combien de personnes sont au courant ?» demanda François. « Pour l'instant, seulement moi, mais je dois remettre le rapport complet à l'hôpital. C'est le protocole, en cas d'incompatibilité sanguine. Quelqu'un d'autre finira par le voir. Combien voulez-vous » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Puis le docteur Martin mentionna un chiffre, 50 000 € pour son silence et pour altérer les dossiers médicaux. « Marché conclu, dit François. Je vous transfère l'argent cet après-midi, mais écoutez-moi bien, Martin. Si un seul mot de cela filtre, non seulement vous perdrez votre licence médicale, mais j'ai des contacts qui peuvent vous rendre la vie très difficile. Compris ? Compris, monsieur Mercier. » François raccrocha et se regarda dans le miroir. Il avait un fils, un héritier. Le bébé qui portait le nom de Lefebvre était le sien. L'ironie était délicieuse et terrifiante à la fois.
Pendant ce temps, au manoir de Neuilly-sur-Seine, Sophie avait été temporairement déplacée dans une chambre de service, au même étage que la chambre de Sébastien. Antoine avait insisté. Si le bébé n'acceptait que son lait, il devait l'avoir à proximité 24 heures sur 24. Valérie avait explosé à cette suggestion. « Tu prétends que cette femme vive à notre étage, dans les chambres familiales ? C'est temporaire, Valérie. Juste jusqu'à ce que nous trouvions une solution. La solution est de trouver une formule qui fonctionne. Le docteur Moreau vient demain. Il résoudra cela. » Mais au fond, Valérie savait qu'aucune formule ne fonctionnerait. Il y avait quelque chose chez Sébastien, quelque chose qu'elle ne comprenait pas, qui le reliait à Sophie d'une manière inexplicable. Cette nuit-là, tandis que Sophie nourrissait Sébastien pour la 5e fois de la journée, Antoine entra dans la pièce avec 2 tasses de tisane. « J'ai pensé que tu en aurais être besoin, dit-il en lui en offrant une. Infusion à la camomille. Ma grand-mère disait que ça aidait à la production de lait. » Sophie accepta la tasse avec un sourire timide. « Merci, monsieur Lefebvre, c'est très gentil. Appelle-moi Antoine, s'il te plaît. Après tout ce que tu as fait pour mon fils, je pense que nous pouvons nous passer des formalités. » Il s'assit dans le fauteuil, en face d'elle. Pour la première fois, Sophie le vit sans le costume d'homme d'affaires, sans le masque de l'entrepreneur puissant. Il portait un jean et une chemise simple. Il avait l'air fatigué, vulnérable, humain. « Comment s'appelait ta fille ?» demanda doucement Antoine. Sophie sentit le nœud familier dans sa gorge. Hélène. Hélène Laurent est née le 28 août à 3 heures du matin. Elle pesait 900 cagots, elle avait les cheveux noirs comme les miens et les yeux. Je n'ai jamais su de quelle couleur ils seraient. Elle les a fermés avant que je puisse bien les voir. Je suis tellement désolé, Sophie. Je ne peux pas imaginer cette douleur. C'est comme si une partie de moi était morte avec elle. Les médecins ont dit que son cœur n'était pas bien formé, qu'il n'y avait rien à faire. Mais je l'ai senti bouger à l'intérieur de moi pendant 9 mois. J'ai entendu ses battements. J'ai rêvé de son avenir et puis, en l'espace de quelques heures, tout a disparu. Antoine se pencha en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux. Le père ? Il n'y a pas de père. Eh bien, si, mais il est parti quand je lui ai dit que j'étais enceinte. C'était un serveur dans le restaurant où je travaillais avant. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père, qu'il était trop jeune. Il avait 26 ans. Sophie rit sans humour. J'en avais 24 et j'étais terrifié, mais je n'ai pas fui. Tu es très courageuse. Je ne suis pas courageuse. Je fais juste ce que je dois faire pour survivre, comme venir à Paris, travailler dans les maisons des autres, nettoyer les toilettes des gens qui ne me regardent même pas dans les yeux. Je te regarde dans les yeux, dit Antoine, et c'était vrai. Ses yeux gris l'observaient avec une intensité qui la rendait à la fois mal à l'aise et réconfortée. Sébastien finit de manger et rôta doucement. Sophie rit et le berça dans ses bras. Le bébé la regardait avec une adoration absolue, ses petits doigts s'accrochant à son chemisier bleu. « C'est étrange, » murmura Sophie. « Quand je le nourris, j'ai l'impression que Hélène est là d'une certaine manière. » Comme si, à travers Sébastien, elle continuait de vivre un peu. Antoine déglutit. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans cette scène. Cette jeune femme qui avait tout perdu, donnant la vie à son fils avec une générosité qu'elle n'avait aucune obligation d'offrir. « Je te paierai plus, » dit-il soudain. « Le triple de ton salaire actuel et tu auras une assurance maladie privée, des vacances payées, tout ce dont tu as besoin. Vous n'avez pas à faire ça, monsieur Antoine. Je le fais parce que je veux aider. Je sais, et c'est précisément pour ça que je veux le faire. Toi, il chercha les mots justes, tu es exactement le genre de personne dont Sébastien a besoin dans sa vie. À ce moment, la porte s'ouvrit brusquement. C'était Valérie, vêtue d'un ensemble de sport Lululemon, qui coûtait plus que le salaire mensuel de Sophie. Elle revenait de son cours privé de pilates. « Quelle scène émouvante !» dit-elle avec sarcasme. Le maître de maison buvant une tisane avec l'employé. « Qu'est-ce qui suit, Antoine? Dîner ensemble? Peu? Être allé au théâtre ?» Valérie, ne commence pas. « Non, Antoine, ne commence pas, toi. C'est déjà assez humiliant que cette femme allaite notre fils. Maintenant, tu dois aussi en faire ta confidente ?» Sophie se leva, Sébastien endormi contre son épaule. « Excusez-moi, madame, je n'avais pas l'intention de causer des problèmes. Je vais ramener le bébé à son berceau. » Mais Valérie lui bloqua le passage. « Tu sais quoi? J'en ai marre de tout ça. Marre de te voir dans ma maison, à mon étage, avec mon fils. Demain, le docteur Moreau vient. Et quand il trouvera la solution, tu retourneras nettoyer les sols. C'est à ça que tu sers. » Valérie, ça suffit. Antoine se leva furieux. « Sophie est la raison pour laquelle notre fils est en vie. Montre un peu de gratitude. » « De la gratitude? Pourquoi? Pour avoir fait quelque chose que j'aurais dû faire? Merci de me rappeler constamment que j'ai échoué en tant que mère. Personne ne dit ça.
Ils n'ont pas besoin de le dire. Je le vois dans les yeux de tout le monde, dans les tiens, dans ceux de ta fille Adèle, dans ceux des employés. Tout le monde pense que je suis une mère terrible parce que mon fils n'a pas voulu de mon lait. Pour la première fois, Sophie vit quelque chose qui ressemblait à de la vulnérabilité dans les yeux de Valérie. Ce n'était pas seulement de l'arrogance ou de la cruauté. Il y avait de la douleur là-dedans, de la honte, le genre de blessure qui vient du sentiment d'être inadéquate dans la seule chose qu'une femme est censée faire naturellement. « Madame Lefebvre », dit doucement Sophie. « Personne ne pense ça. Parfois les bébés sont difficiles. Ma cousine a eu le même problème avec son fils. Cela ne signifie pas que vous êtes une mauvaise mère. Je n'ai pas besoin de ta compassion, cracha Valérie. Et je n'ai certainement pas besoin de tes conseils de maternité. Tu as perdu ton bébé. J'ai toujours le mien. Nous ne sommes pas pareils. Les mots tombèrent comme des couteaux. Sophie pâlit, ressentant chaque syllabe comme une gifle physique. Antoine resta paralysé par la cruauté absolue de la déclaration. « Sors d'ici, Valérie », dit Antoine d'une voix dangereusement basse. « C'est ma maison. C'est notre maison. Et je ne tolérerai pas que tu parles ainsi à quelqu'un qui n'a fait preuve que de bonté. Pars avant que je ne dise quelque chose que je regretterai. » Valérie les regarda tous les deux avec une haine pure. Puis son expression se transforma en quelque chose de plus calculateur, de plus dangereux. « D'accord, y est part. Mais sachez ceci. Demain, quand le docteur Moreau viendra, je vais exiger une enquête complète. Je veux des analyses de sang, des tests toxicologiques, un casier judiciaire. Si cette femme doit être près de mon fils, je vais m'assurer qu'il n'y a rien de bizarre dans son passé. Il n'y a rien de bizarre, dit Sophie avec dignité. Vous pouvez enquêter sur ce que vous voulez. Oh, je le ferai. Et quand je trouverai quelque chose, parce qu'il y a toujours quelque chose avec les gens comme toi, je te ferai sortir de cette maison et je m'assurerai que tu ne travailles plus jamais dans aucune résidence décente à Paris. » Elle sortit en claquant la porte si fort que Sébastien se réveilla et se mit à pleurer. Tandis que Sophie le calmait en le berçant doucement, Antoine resta figé, fixant la porte fermée. Leur mariage n'était qu'une façade depuis des années, mais maintenant les fissures se transformaient en gouffres. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Marguerite, la gouvernante, avait entendu toute la conversation. Et cette même nuit, sa nièce publierait un article sur le portail numérique de Paris Match. Scandale. Dans la haute société, l'épouse du magnat Antoine Lefebvre refuse d'allaiter son fils. Une employée de maison devient la nourrice de l'héritier millionnaire. Le lendemain matin, le téléphone d'Antoine n'arrêterait pas de sonner et François Mercier lirait la nouvelle en prenant son petit déjeuner, souriant de satisfaction. Son plan prenait forme. Bientôt, très bientôt, il réclamerait ce qui lui appartenait. Le scandale explosa comme une bombe sur les réseaux sociaux français. À 8 heures du matin, le hashtag bébé millionnaire était déjà tendance sur Twitter. Les forums de mères débattaient avec passion. Certains défendaient Sophie comme une héroïne moderne. D'autres la traitaient de profiteuse, de chasseuse de fortune, l'accusant même d'avoir tout planifié. Antoine découvrit l'article lorsque son assistant personnel, Robert, l'appela à 7h30 du matin. « Monsieur Lefebvre, nous avons un problème. Un très gros problème. » Sur l'écran de son mobile, Antoine lut le titre. Une employée de maison allaite le fils du millionnaire Antoine Lefebvre, après le refus de son épouse. Is all the ciento, form accent, 19, tuasta. L'article était accompagné d'une photo floue, clairement prise avec un téléobjectif depuis un point du jardin, où l'on voyait Sophie dans le fauteuil à bascule près de la fenêtre, Sébastien dans ses bras. L'acte d'allaiter n'était pas montré explicitement, mais la position et le contexte étaient sans équivoque. « Comment diable ont-ils obtenu ça ?» rugit Antoine. « Les réseaux sont en folie, monsieur. Les médias internationaux reprennent déjà l'histoire. CNN en espagnol, BBC Monde, même The New York Times demande des déclarations. » Antoine dévala les escaliers de marbre 4 à 4. Il trouva Valérie dans la cuisine gastronomique, buvant son jus vert matinal tout en naviguant sur son iPad. Son visage était pâle de fureur. « Tu as vu ?» lâcha-t-elle sans même le saluer. « Je viens de l'apprendre. Valérie, nous devons gérer cela avec prudence. Une déclaration erronée est... » « Une déclaration erronée ? Antoine, nous sommes la risée de toute la France. Mes amis m'ont déjà envoyé 20 messages. La présidente du club de bienfaisance vient de m'appeler pour m'offrir son soutien, ce qui est sa façon élégante de dire qu'elle veut des potins. La porte de la cuisine s'ouvrit. Sophie entra avec Sébastien qui venait de se réveiller. Voyant les expressions sur les visages d'Antoine et de Valérie, elle s'arrêta net. « Il se passe quelque chose ?» Valérie eut un rire hystérique. « S'il se passe quelque chose,
Tu es célèbre, Sophie. Toute la France parle de toi. La petite employée qui a sauvé le pauvre bébé riche de sa mère vaniteuse et cruelle. » « Quoi ?» Sophie pâlit. Antoine lui montra son téléphone. Sophie lut l'article et sentit ses jambes trembler. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Je ne parlerai jamais à la presse. Vous devez me croire, monsieur Lefebvre. Je n'ai jamais. » « Je sais, » dit Antoine avec fermeté. « Je sais que ce n'est pas toi. Quelqu'un dans cette maison a parlé. » Comme convoquée par magie noire, Marguerite entra à ce moment avec un plateau de toast. Son expression était prudente, coupable. Antoine la regarda droit dans les yeux. « Marguerite, sais-tu quelque chose à ce sujet ?» La femme de 60 ans baissa les yeux. « Je n'ai pas parlé directement à la presse, monsieur Lefebvre, mais il est possible que j'aie mentionné quelque chose à ma nièce. Elle travaille pour Paris Match, » compléta Antoine. « Tu travailles ici depuis 20 ans, Marguerite. 20 ans pendant lesquels cette famille t'a fait confiance? Et c'est comme ça que tu nous remercies? Ce n'était pas avec de mauvaises intentions. J'ai pensé que les gens devraient connaître la vérité sur la façon dont mademoiselle Sophie a sauvé le bébé. Elle mérite d'être reconnue. »« Reconnue ?» cria Valérie. « Tu lui as donné de la reconnaissance en faisant de nous un spectacle de cirque. As-tu une idée du mal que tu as causé ?» Marguerite commença à pleurer. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je n'y ai pas pensé. »« Tu es virée, » dit Valérie froidement. « Ramasse tes affaires et sors de cette maison avant midi. »« Valérie, attends !» intervint Antoine. « Marguerite a une famille qui dépende. Je m'en fiche. Soit elle part, soit je pars. Tu décides. » Antoine serra la mâchoire, regarda Marguerite avec regret. « Je suis désolé, mais tu vas devoir partir. Nous te payerons 3 mois d'indemnité et une lettre de recommandation. Mais après ça, tu ne peux pas rester. » Marguerite hocha la tête en sanglotant et quitta la cuisine. À ce moment, la sonnette du manoir retentit. C'était le docteur. Albert Moreau, le pédiatre de la famille royale espagnole. Un homme de 60 ans aux cheveux entièrement blancs et à la réputation impeccable. Antoine le fit entrer dans le salon principal, où Sophie attendait avec Sébastien. « Docteur Moreau, merci d'être venu avec si peu de préavis. »« Bien sûr, Antoine. J'ai entendu parler de la situation, assez inhabituelle. » Il regarda Sophie avec une curiosité professionnelle, sans jugement. « Vous devez être la jeune femme qui a nourri le petit. »« Oui, docteur. Je m'appelle Sophie Laurent. » Le docteur examina Sébastien avec soin, vérifia ses signes vitaux, son poids, la couleur de sa peau, ses réflexes. Après 20 minutes, il retira son stéthoscope et sourit. « Ce bébé est en excellente santé. Il a pris 200 grammes au cours des 3 derniers jours, ce qui est remarquable étant donné qu'il perdait du poids auparavant. Ses signes vitaux sont parfaits. Alors pourquoi refuse-t-il toutes les formules ?» demanda Valérie. « Il existe des cas documentés de bébés qui développent des préférences très spécifiques. Certains refusent certains goûts, textures ou même températures. Dans de rares cas, le lien émotionnel avec celui qui les nourrit joue également un rôle important. » Il regarda Sophie. « Il est clair que ce bébé se sent en sécurité avec vous. »« Mais il doit y avoir une formule qui fonctionne, » insista Valérie. « Nous pouvons essayer. J'ai accès à des formules spécialisées qui ne sont pas disponibles dans le commerce. Cependant, je dois être honnête avec vous. » Il se tourna vers Antoine et Valérie. « Si le bébé prospère avec du lait maternel, c'est objectivement la meilleure option nutritionnelle. Aucune formule, aussi avancée soit-elle, ne peut reproduire complètement les anticorps et les nutriments du lait humain. Mais cela ne peut pas continuer indéfiniment, » protesta Valérie. « C'est inapproprié. » Inapproprié de sauver la vie d'un enfant? Le docteur Moreau la regarda sévèrement. « Madame Lefebvre, j'ai vu beaucoup de choses au cours de mes 40 ans de pratique médicale. Et je vous assure qu'une femme généreuse partageant son lait avec un bébé qui en a besoin est loin d'être la chose la plus inhabituelle. C'est, en fait, l'une des choses les plus belles et les plus humaines dont j'ai été témoin. » Valérie pinça les lèvres, mais ne dit rien. « Ma recommandation professionnelle est la suivante. Continuez l'arrangement actuel pendant au moins 2 mois de plus. À ce moment-là, Sébastien pourra commencer à manger des aliments solides et la transition sera plus facile. En attendant, nous essaierons d'introduire progressivement un biberon par jour, très lentement pour qu'il s'habitue. » Antoine hocha la tête. « Merci, docteur. » Après le départ du docteur Moreau, Valérie se tourna vers Antoine, les yeux flamboyants. « 2 mois. Il veut que ça continue 2 mois de plus? C'est ce qu'il y a de mieux pour Sébastien. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi? Pour nous? Pour notre réputation? Notre réputation se rétablira. Notre fils n'a pas de rechange. » Valérie prit son sac Hermès de la table. « Je pars à Nice.
Je vais rester chez mes parents quelques jours. Je ne peux pas rester ici pendant que tout Paris parle de moi comme de la mère qui a abandonné son bébé. Personne ne dit ça. Tout le monde le pense. Et toi, dit-elle en pointant Sophie qui était restée silencieuse pendant tout l'échange. Tu resteras ici, dans ma maison, à nourrir mon fils, à prendre ma place. Madame Lefebvre, je n'ai jamais, commença Sophie. Ne me parlez pas, je ne veux pas entendre votre voix. Valérie sortit en claquant la porte si fort que les cadres tremblèrent sur les murs. Antoine se laissa tomber sur le canapé, se couvrant le visage de ses mains. Sébastien, ignorant le drame, dormait paisiblement dans les bras de Sophie. « Je suis désolé, » murmura Antoine. « Je suis désolé que tu doives traverser tout ça. Rien de tout cela n'est de ta faute. Peut-être que je devrais partir. Trouver un autre travail. Vous pouvez trouver une nourrice professionnelle. Quelqu'un qui... Non. » Antoine releva la tête. « Ne pars pas. Sébastien a besoin de toi et moi. J'ai aussi besoin de toi ici. » Meneza, with the seed and the eye. Il y avait quelque chose dans la façon dont il l'avait dit, quelque chose qui fit battre plus vite le cœur de Sophie. Ce n'était pas approprié. Il était son employeur, un homme marié, millionnaire. Elle n'était qu'une employée de maison d'un village perdu de Bretagne. Mais à ce moment-là, se regardant dans les yeux avec un bébé endormi entre eux, tous deux sentirent que quelque chose avait changé de manière irrévocable. Ce qu'ils ignoraient, c'est que François Mercier était à cet instant précis dans son bureau de l'avenue Montaigne, lisant le même article avec un sourire satisfait. Il appela son avocat personnel, Émile. « J'ai besoin que tu prépares des documents. Je vais demander un test de paternité. Il est temps qu'Antoine Lefebvre connaisse la vérité sur son parfait héritier. » Et au sous-sol du manoir Lefebvre, Marguerite faisait ses valises, les larmes aux yeux. Avant de partir, elle écrivit une note qu'elle glissa sous la porte de la chambre de Sophie. « Je suis désolé pour tout, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Madame Valérie a des secrets qui expliquent pourquoi elle déteste tant que vous soyez ici. Demandez-lui à propos de François Mercier. Demandez-lui ce qu'elle faisait à l'hôtel Bristol tous les mercredis après-midi, il y a 1 an. » Sophie trouverait cette note 3 heures plus tard. Et, lorsqu'elle le ferait, elle commencerait à comprendre que Sébastien n'était pas seulement un bébé rejeté par sa mère. Il était le secret vivant d'une trahison qui était sur le point de détruire 2 familles. Sophie trouva la note de Marguerite lorsqu'elle retourna dans sa chambre après avoir couché Sébastien pour sa sieste de l'après-midi. Le papier plié était sur le sol près de la porte. Ses mains tremblèrent en lisant les mots écrits à la hâte. François Mercier, hôtel Bristol, mercredi après-midi. Qui était François Mercier? Le nom lui semblait vaguement familier, comme quelque chose qu'elle avait entendu dans les conversations de couloir entre les employés. Elle sortit son téléphone portable et chercha sur Google. La première chose qui apparut fut une photo d'un homme séduisant en couverture d'actualité économique, François Mercier, le requin de l'investissement qui menace l'Empire Lefebvre. L'article datait de 6 mois et parlait de la concurrence féroce entre Mercier Finance et Lefebvre Investissement pour un contrat de plusieurs millions à Valence. Sophie continua de chercher. Elle trouva des photos mondaines. Françoise à des galas de charité, François lors d'inauguration d'hôtels de luxe. Et puis elle vit une image qui lui glaça le sang. François Mercier et Valérie Dubois ensemble lors d'un dîner de la Croix-Rouge il y a 11 mois. Il avait la main sur le bas de son dos. Elle souriait d'une manière que Sophie ne l'avait jamais vue sourire à Antoine. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Un coup frappé à la porte la fit sursauter. C'était Adèle, la fille d'Antoine. « Sophie, je peux entrer. Je veux voir mon petit frère. »« Bien sûr, ma petite. Mais il dort. » Adèle entra et s'assit au bord du lit, regardant vers le berceau où Sébastien se reposait. C'était une enfant mûre pour ses 7 ans, avec ses yeux qui semblaient trop comprendre. « Ma maman est partie, » dit soudain Adèle. « Ma vraie maman, je veux dire. Elle est morte quand j'avais 3 ans. Un cancer. » Sophie s'assit à côté d'elle. « Je suis tellement désolée, chérie. Papa a été très triste pendant longtemps. Puis il a rencontré Valérie il y a 2 ans. Elle est jolie, mais elle n'est pas affectueuse comme l'était ma maman. Elle ne me prend jamais dans ses bras. Elle ne joue jamais avec moi. Parfois, les adultes expriment l'amour de différentes manières. Tu crois que Valérie aime Sébastien ? Demanda Adèle avec cette honnêteté brutale de l'enfance. Sophie ne sut quoi répondre. Avant qu'elle ne puisse le faire, Adèle continua. J'ai entendu Valérie parler au téléphone il y a quelques mois. Elle pleurait. Elle disait qu'elle avait fait une terrible erreur, qu'elle ne savait pas quoi faire, qu'il ne pouvait pas le savoir. Qui ne pouvait pas le savoir? Je ne sais pas, mais je pense qu'elle parlait de papa. Adèle la regarda avec des yeux très sérieux. Tu crois que Valérie a des secrets?
Avant que Sophie ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. C'était Antoine, le visage défait. « Sophie, j'ai besoin de te parler. Adèle, va dans ta chambre, s'il te plaît. Mais papa, maintenant, princesse. » Adèle sortit en traînant les pieds. Antoine ferma la porte et s'appuya contre elle, comme s'il avait besoin de ce soutien physique pour ne pas s'effondrer. « Je viens de recevoir une notification légale. François Mercier demande un test de paternité pour Sébastien. » Le monde de Sophie s'arrêta. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il a la preuve qu'il est le père biologique, qu'il a eu une liaison avec Valérie, que Sébastien est son fils, pas le mien. Antoine glissa le long de la porte jusqu'à s'asseoir par terre, la tête entre les mains. « Tu comprends ce que ça signifie? Si c'est vrai, si Sébastien n'est pas mon fils. » Sa voix se brisa. Sophie s'agenouilla devant lui. Instinctivement, elle prit ses mains. « Antoine, respire. Tu as besoin de te calmer. Comment puis-je me calmer? Ma femme m'a trompé avec mon pire ennemi et le fils que je croyais mien. Même si ce n'était pas le cas biologiquement, tu es son père. Tu étais là. Tu t'es inquiété pour lui quand il était malade. Tu es celui qu'il aime. » Antoine leva les yeux. Ses yeux gris étaient remplis de larmes. « Comment se fait-il que toi, qui as tant souffert, qui as perdu ta propre fille, tu puisses être si sage et généreuse? Parce que la douleur m'a appris ce qui compte vraiment. Et ce n'est pas le sang, c'est l'amour. » Ils se regardèrent longuement. Antoine serra les mains de Sophie. « J'ai appelé Valérie. Je lui ai exigé de revenir à Paris immédiatement, de me donner des explications. » Elle a raccroché. « Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me soumettre au test de paternité. J'ai besoin de savoir la vérité, même si elle me détruit. » Il se leva, aidant Sophie à se lever aussi. « Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Peu importe ce que je découvre, peu importe qui est le père biologique de Sébastien, je ne permettrai pas à François Mercier de me le prendre. Ce bébé reste avec moi. » À ce moment, Sébastien se réveilla en pleurant. Sophie s'approcha du berceau et le prit dans ses bras. Le bébé se calma immédiatement en la reconnaissant. Antoine les observa, mère et fils, même s'ils ne l'étaient pas par le sang. Il y avait plus d'amour dans cette image que dans tout ce qu'il avait vu dans son mariage avec Valérie. « Sophie, il y a quelque chose que je veux te demander, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. » « Bien sûr. Pourquoi le fais-tu? Pourquoi restes-tu ici à supporter le mépris de Valérie, les regards des gens, le scandale? Tu pourrais partir, trouver du travail dans une autre maison où l'on te traiterait avec respect. » Sophie regarda le bébé dans ses bras. Sébastien l'observait avec ses yeux sombres, remplis d'une confiance absolue. « Parce que quand je nourris Sébastien, quand je le regarde, je sens que ma fille n'est pas morte en vain. Je sens que sa brève vie a eu un but, me préparer à sauver ce bébé. Et... » Elle fit une pause, se mordant la lèvre. « Il compte pour moi, il compte beaucoup. Ce n'est pas juste un travail. C'est Sébastien qui compte pour toi, ou aussi ?» Antoine laissa la question en suspens, mais ses yeux disaient tout. Sophie sentit la chaleur monter à son visage. « Monsieur Lefebvre, Antoine, s'il te plaît, appelle-moi Antoine. »« Antoine, ce ne serait pas approprié. Tu es mon employeur. Tu es marié. Mon mariage était terminé bien avant que tu n'arrives, mais je n'ai pas voulu le voir. Valérie et moi n'avons jamais été faits l'un pour l'autre. C'était un arrangement commode, qui est devenu de plus en plus inconfortable avec le temps. » La conversation fut interrompue par la sonnette du manoir. Antoine descendit les escaliers et ouvrit la porte. C'était un coursier avec une enveloppe officielle. « Monsieur Antoine Lefebvre. »« Oui. Citation à comparaître. Vous devez vous présenter lundi prochain pour le test de paternité. Voici tous les détails. » Antoine prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Le coursier partit. Quand Antoine ouvrit le document, il trouva autre chose à l'intérieur. Une photographie. C'était Valérie et François, s'embrassant passionnément dans ce qui semblait être le hall de l'hôtel Bristol. La date indiquait le 15 janvier, exactement 9 mois avant la naissance de Sébastien. Antoine sentit le sol bouger sous ses pieds. Il s'appuya contre le mur pour ne pas tomber. Sophie descendit rapidement les escaliers, Sébastien toujours dans ses bras. « Qu'est-ce qui s'est passé? Que dit le document ?» Antoine lui montra la photographie sans dire un mot. Sophie la regarda et eut la nausée. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle. « Je dois parler à mes avocats. Ça va devenir très moche, Sophie, très moche. Il y aura des batailles juridiques, des scandales dans les médias, des enquêtes, et tu vas te retrouver prise au milieu de tout ça si tu restes. »« Je ne partirai pas, » dit Sophie avec fermeté. « Sébastien a besoin de moi et moi. J'ai aussi besoin de toi, de vous deux. » Antoine la regarda avec un mélange de gratitude, de douleur et de quelque chose de plus profond qu'aucun des deux n'était encore prêt à nommer. « Alors prépare-toi, car la tempête ne fait que commencer. »
Cette nuit-là, pendant que Paris dormait, 3 personnes restèrent éveillées. Antoine dans son bureau, entouré d'avocats, préparant sa défense légale contre François Mercier, Valérie dans le manoir de ses parents à Nice, buvant du vin et pleurant, sachant que ses mensonges étaient sur le point d'exploser à son visage. Et François, dans son penthouse de luxe dans le 8 arrondissement, regardant une photographie de Sébastien qu'il avait trouvée sur Internet, touchant l'écran du doigt et murmurant « Bientôt, mon fils, bientôt tu seras à ta place ». Mais il y avait quelque chose qu'aucun d'eux ne savait, quelque chose qui allait tout changer complètement. Le docteur. Martin, celui-là même qui avait vendu son silence à François pour 50 000 €, avait conservé une copie des analyses de sang, et cette copie montrait quelque chose qu'il n'avait pas dit à François, quelque chose de crucial. Les analyses indiquaient que François était le père de Sébastien, mais elles montraient également autre chose dans la génétique du bébé, une anomalie sanguine héritée par la lignée maternelle, une condition rare qui expliquait pourquoi Sébastien refusait les formules commerciales. Et cette même condition était présente dans les analyses de sang de Sophie que l'hôpital avait archivées lorsqu'elle avait donné naissance à Hélène. C'était une condition qui se présentait chez moins de 0,01% de la population française. La même condition chez Sébastien et chez Sophie, ce qui était statistiquement impossible, à moins qu'il n'y ait un lien familial direct entre eux. Le docteur. Martin rangea cette information dans son coffre-fort. Un jour, pensa-t-il, elle vaudrait beaucoup plus que les 50 000 € que François lui avait payés, mais il ne savait pas que ce jour arriverait beaucoup plus tôt qu'il ne l'imaginait. Le lundi arriva trop vite. Antoine, Valérie et François se présentèrent au laboratoire clinique spécialisé de la rue Velasquez, accompagnés de leurs avocats respectifs. La tension était si épaisse qu'elle pouvait être coupée avec un couteau. Sophie était restée au manoir avec Sébastien et Adèle. La fillette n'était pas allée à l'école cette semaine-là. Antoine avait jugé préférable de l'éloigner des éventuels commentaires cruels des autres enfants, qui avaient sans aucun doute entendu leurs parents parler du scandale. « Papa ?» demanda Adèle tandis qu'elle regardait Sophie préparer le déjeuner dans l'immense cuisine. « Bien sûr que oui, chérie. »« Mais si, et si Sébastien n'était pas vraiment mon frère, ils vont l'emmener ?» Sophie s'agenouilla devant la fillette, prenant ses petites mains dans les siennes. « Écoute-moi bien, Adèle. Ton père aime Sébastien de tout son cœur, peu importe ce que disent les papiers. Ce bébé est ton frère et ton père fera tout son possible pour que vous restiez ensemble. Et toi, tu vas rester aussi ?» C'était une question simple, innocente, mais chargée d'un tel poids que Sophie sentit les larmes lui picoter les yeux. « Tant que vous aurez besoin de moi, je serai là. » Adèle la serra fort dans ses bras. « Nous avons beaucoup besoin de toi. Tu es la seule personne qui fait que cette maison ressemble à un foyer. » Au laboratoire, les choses étaient beaucoup moins émotionnelles. Valérie était arrivée avec 30 minutes de retard, portant des lunettes de soleil noir et un manteau de vison, bien qu'octobre à Paris soit relativement doux. « Tu es en retard », dit Antoine d'une voix glaciale lorsqu'elle apparut enfin. « Le trafic depuis Nice était horrible. Tu aurais pu rentrer hier soir comme je te l'ai demandé. Je n'avais pas envie de te voir. » François observait l'échange avec une satisfaction à peine dissimulée. Il portait un costume Armani gris foncé qui avait coûté plus de 5 000 €. Son avocat, un homme chauve du nom d'Émile Cortès, connu pour gagner des affaires impossibles en utilisant des méthodes discutables, lui murmurait quelque chose à l'oreille. « Bonjour à tous », dit le médecin responsable, un généticien appelé Dr Pascal Dubois. « Nous allons procéder au prélèvement sanguin. Le processus est simple et indolore. Les résultats seront prêts dans 72 heures. Vous ne pouvez pas accélérer ?» demanda François. « Je paierai ce qu'il faut. Les processus scientifiques ne peuvent pas être précipités, monsieur Mercier. La précision est plus importante que la vitesse. » Un par un, on leur préleva des échantillons de sang. Antoine fut le premier, le visage impassible, mais les jointures blanches à force de serrer les poings. Valérie passa ensuite, évitant de regarder qui que ce soit dans les yeux. François fut le dernier, souriant avec confiance. « Nous avons également besoin d'un échantillon du bébé, » indiqua le docteur. « Dubois, est-ce absolument nécessaire ?» demanda Antoine. « C'est un nouveau-né. Je crains que oui, mais nous utiliserons une aiguille très fine. Ce sera rapide. » Antoine appela Sophie. « Peux-tu amener Sébastien au laboratoire? Ils ont besoin d'un échantillon de sang. » 30 minutes plus tard, Sophie arriva avec le bébé. En entrant dans la salle d'attente du laboratoire, la tension était palpable. Valérie la regarda avec dédain. François, cependant, l'observa avec curiosité. « Alors, vous êtes la célèbre nourrice ?» dit François, se levant et s'approchant. « J'ai beaucoup lu sur vous dans les nouvelles.
Monsieur Mercier, dit Sophie poliment, mais froidement. Ce bébé a l'air en bonne santé. Vous avez fait du bon travail. Il tendit la main pour toucher Sébastien, mais Sophie recula instinctivement. Je préfère que vous ne le touchiez pas. Le sourire de François se figea. Ce bébé pourrait être légalement le mien dans quelques jours. Je vous suggère de changer d'attitude. Ce bébé, intervint Antoine en se plaçant entre François et Sophie, est le mien jusqu'à ce qu'un document légal dise le contraire, et je vous serai reconnaissant de vous tenir éloigné de lui et des personnes qui s'en occupent. Exemple, Anfaina ma France. Expired, toujours aussi territorial, Antoine, même avec des choses qui ne t'appartiennent pas. Les deux hommes se regardèrent avec une haine pure. Émile Cortès dut intervenir, plaçant une main sur l'épaule de François. « Messieurs, nous sommes dans un lieu professionnel. Gardons notre calme. » Le docteur Dubois entra à ce moment. « Mademoiselle, veuillez entrer avec le bébé, s'il vous plaît. » Sophie entra dans la salle de prélèvement. Le docteur. Dubois fut étonnamment doux, distrayant Sébastien avec un jouet coloré pendant qu'il prélevait un petit échantillon de sang de son talon. Le bébé pleura brièvement, mais se calma lorsque Sophie le berça contre sa poitrine. « C'est fait, » dit le docteur. « Vous pouvez partir. Nous vous appellerons jeudi avec les résultats. » Alors que Sophie sortait avec Sébastien, elle entendit des voix fortes. Antoine et Valérie se disputaient dans un coin de la salle d'attente. « Comment as-tu pu me faire ça ?» La voix d'Antoine tremblait de rage contenue. « Combien de temps cela a-t-il duré? Combien de fois dans notre lit? »« Jamais dans notre lit, » répondit Valérie d'une voix fatiguée. « C'était toujours à l'hôtel Bristol. Les mercredis. Les mercredis. Je pensais que tu étais à ton cours de pilates. Je ne suis pas allé au pilates depuis 2 ans, Antoine. Je pensais que tu l'aurais remarqué. Pourquoi? Pourquoi l'as-tu fait? » Valérie enleva finalement ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient rouges, gonflés d'avoir pleuré. « Parce que tu n'étais jamais vraiment avec moi. Tu étais toujours au travail ou avec Adèle ou à penser à ta défunte épouse. Je n'étais qu'un accessoire, la femme trophée pour tes événements d'affaires. Ce n'est pas vrai, si. Quand as-tu demandé pour la dernière fois comment j'allais? Ce que je ressentais, ce que je voulais de la vie? Pour toi, il était seulement important que j'aie l'air bien sur les photos et que j'organise les dîners parfaits. Alors, la solution était de coucher avec mon concurrent, de tomber enceinte de lui? Je n'avais pas prévu de tomber enceinte, c'était un accident. Et quand je l'ai su, il était trop tard pour... » Elle s'arrêta. « Pourquoi avorter ?» Antoine la regarda avec horreur. « Tu y as pensé ?»« Bien sûr que j'y ai pensé, mais ensuite tu étais tellement excité par l'idée d'un héritier. Tous les investisseurs posaient des questions sur ma grossesse. Et Françoise a dit qu'il valait mieux garder le secret, que personne n'avait besoin de savoir. Il le savait depuis le début ? Bien sûr qu'il le savait. C'est son fils. » Les mots tombèrent comme des bombes. Sophie, qui avait écouté sans le vouloir depuis le couloir, sentit son cœur se serrer. Elle regarda Sébastien, si innocent, si inconscient du chaos que sa seule existence avait causé. François apparut alors, son sourire arrogant intact. « Valérie, ma chère, tu ne devrais pas révéler tous nos secrets tout de suite. Il reste beaucoup à négocier. » Négocier? Antoine s'avança vers François, mais son avocat le retint. « Monsieur Lefebvre, tout acte de violence nuirait à votre position légale. » Zasolavriden de 5. Antoine respirait difficilement, essayant de se contrôler. « Si les résultats confirment que tu es le père, je vais te détruire, François, toi et ton entreprise. J'utiliserai chaque contact, chaque ressource, chaque euro que j'ai. Vas-y, mais n'oublie pas que le juge évaluera qui est le plus apte à élever l'enfant. Un homme stable, prospère, sans scandale public ou un cocu humilié qui fait la une des journaux comme le mari trompé. » François s'approcha dangereusement. « De plus, j'ai quelque chose que tu n'as pas. »« Quoi ? L'amour de la mère de l'enfant. Valérie viendra avec moi quand j'obtiendrai la garde. Nous formerons une famille complète. Tu resteras seul, Antoine, comme tu l'as toujours été. » Valérie ne contredit pas les paroles de François, et ce silence fut plus douloureux que n'importe quel aveu verbal. Antoine fit demi-tour et partit sans dire un mot de plus. Sophie le suivit rapidement, Sébastien dans les bras. Elle le rattrapa sur le parking. Antoine était appuyé contre sa Mercedes, les mains couvrant son visage. Il sanglotait. Cet homme puissant, ce magnat des affaires, pleurait comme un enfant. Sophie s'approcha, ne dit rien, se tint juste à côté de lui avec Sébastien entre les deux, offrant sa présence silencieuse. Après plusieurs minutes, Antoine releva la tête. « Tu as tout entendu ? » ?»« Oui. Alors tu sais que je vais probablement perdre. » Françoise a raison. Si Valérie témoigne en sa faveur, s'il présente des preuves qu'ils sont un couple stable, alors tu te battras.
Tu n'abandonnes pas sans te battre. Pourquoi? Pourquoi devrais-je me battre pour un fils qui n'est même pas le mien biologiquement? Sophie lui posa une main sur le bras. Parce que l'amour n'est pas dans l'ADN, Antoine. Il est dans les nuits blanches, dans les inquiétudes, dans le fait de vouloir le meilleur pour lui, quel qu'en soit le coût personnel. Tu es son père de toutes les manières qui comptent. Antoine la regarda. Vraiment la regarda. Il vit une jeune femme qui avait tout perdu et qui trouvait encore des moyens de donner de l'amour. Il vit la force et la bonté. Il vit tout ce que Valérie n'avait jamais été. Comment est-il possible qu'au milieu de tout cet enfer, tu sois la seule bonne chose qui me soit arrivée? Sophie sentit la chaleur sur ses joues. Antoine, je sais que c'est inapproprié, je sais que le moment est terrible, mais j'ai besoin que tu saches que tu as changé quelque chose en moi, dans cette maison, dans tout. Avant que Sophie ne puisse répondre, le téléphone d'Antoine sonna. C'était son avocat principal, Robert Fuentes. Antoine, nous avons un problème encore plus grand. François vient de déposer une requête d'urgence. Il veut la garde temporaire de Sébastien immédiatement. Il allègue que tant que tu es émotionnellement instable et que le bébé dépend d'une employée pour se nourrir, il peut fournir un environnement plus stable. Peut-il faire ça? Il l'a déjà fait. Nous avons une audience au tribunal demain à 10h du matin. Tu dois te préparer. Antoine raccrocha et regarda Sophie avec désespoir. Ils vont essayer de me l'enlever demain. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le docteur Martine était à cet instant précis en train de regarder les analyses de sang de Sébastien sur son ordinateur, et il avait trouvé l'anomalie, la connexion génétique entre Sébastien et Sophie. Il prit le téléphone et composa un numéro. Il était temps d'augmenter le prix de son silence. Cette information valait beaucoup plus que 50 000 €. Cette information valait des millions, et elle était sur le point de changer le destin de toutes les personnes impliquées. La salle du tribunal de grande instance, TGI, de Paris, était bondée. Des journalistes, des curieux et des avocats remplissaient chaque recoin disponible. L'affaire Lefebvre-Mercier était devenue le scandale de l'année, et tout le monde voulait assister au drame aux premières loges. Antoine entra vêtu de son meilleur costume Hermès, mais les cernes sous ses yeux gris trahissaient qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. Son équipe juridique l'entourait, Robert Fuentes et 2 autres avocats spécialisés en droit de la famille. François arriva quelques minutes plus tard, souriant avec cette confiance irritante, accompagné d'Émile Cortès et de Valérie. Elle portait un tailleur-pantalon couleur crème de Chanel, les cheveux parfaitement coiffés, un maquillage impeccable. Elle ressemblait plus à un mannequin sur un podium qu'à une mère se disputant la garde de son enfant. Sophie était assise sur les bancs du public, Sébastien endormi sur ses genoux. Adèle était au manoir avec une nounou temporaire. Antoine avait insisté pour que Sophie amène le bébé. Le juge a besoin de voir que Sébastien est en bonne santé, bien soigné. Et tu en es la raison. La juge Sophie Dubois entra dans la salle. C'était une femme d'une 50aine d'années, à l'expression sérieuse et à la réputation d'être implacable, mais juste. Elle avait géré certaines des affaires de garde les plus compliquées de France. Bonjour. Il s'agit d'une procédure extraordinaire, demandée par M. François Mercier pour déterminer la garde temporaire du mineur Sébastien Lefebvre-Dubois en attendant que la paternité définitive soit résolue. Monsieur Cortès, vous pouvez commencer. Émile Cortès se leva en ajustant sa cravate italienne. Votre honneur, mon client cherche le meilleur pour le mineur. Les faits sont clairs. Monsieur Antoine Lefebvre traverse une crise émotionnelle sévère suite à la découverte de l'infidélité de son épouse. Son état mental est instable. De plus, le bébé dépend entièrement d'une employée de maison pour son alimentation, ce qui crée une situation de dépendance malsaine. Avez-vous des preuves de l'état mental prétendument instable de Monsieur Lefebvre? Demanda la juge. Des témoignages d'employés qui l'ont vu pleurer, crier, se comporter de manière erratique. De plus, votre honneur, le mineur est allaité par une femme qui n'est pas sa mère, une employée. Cela soulève de sérieuses préoccupations concernant les limites appropriées et le professionnalisme. Robert Fuentes se leva. Objection. Mademoiselle Sophie Laurent a sauvé la vie du bébé quand aucun médecin ne trouvait de solution. Ce n'est pas une employée ordinaire. C'est la raison pour laquelle cet enfant est en vie aujourd'hui. Entendu, dit la juge Dubois. Monsieur Cortès, que propose votre client comme alternative? Monsieur Mercier et Madame Lefebvre sont prêts à fournir un foyer stable aux mineurs. Une nourrice professionnelle a déjà été engagée. Le bébé recevrait les soins de ses 2 parents biologiques dans un environnement familial approprié. La juge regarda Valérie. Madame Lefebvre, confirmez-vous que vous souhaitez emménager avec Monsieur Mercier et emmener votre fils avec vous? Valérie se leva. Sa voix semblait répétée, mécanique.
Oui, votre honneur. J'ai commis des erreurs dans mon mariage, mais ma priorité a toujours été le bien-être de Sébastien. François est son père biologique et ensemble, nous pouvons lui donner une famille complète. Et votre fille Adèle, la fille de Monsieur Lefebvre de son premier mariage, comment cela affecterait-il sa relation avec son frère? Valérie hésita. Elle n'avait clairement pas envisagé cette question. Eh bien, Adèle n'est pas ma fille biologique. Elle resterait avec Antoine, je suppose. Un murmure parcourut la salle. Même la juge Dubois fronça les sourcils devant la froideur de la réponse. Antoine serra les poings sous la table. Robert Fuentes profita du moment. Votre honneur. Cela démontre précisément notre point. Madame Lefebvre est prête à séparer deux frères, à arracher le bébé au seul foyer qu'il ait connu, à sa sœur qu'il adore. Est-ce agir dans le meilleur intérêt du mineur? Monsieur Fuentes, présentez votre cas, ordonna la juge. Avec plaisir. Votre honneur, Monsieur Lefebvre a été le père de Sébastien depuis le moment de sa naissance. Il était présent à chaque visite médicale, à chaque nuit d'insomnie, à chaque moment critique lorsque le bébé était malade. La biologie ne définit pas la paternité. L'amour, oui. Et la dépendance du bébé à l'employée de maison mademoiselle Sophie Laurent. Robert fit un signe vers l'endroit où se trouvait Sophie. C'est une femme de 24 ans qui a perdu son propre bébé il y a 2 mois. Lorsque Sébastien était littéralement en train de mourir de faim, elle a offert son lait maternel sans rien attendre en retour. Elle a été médicalement évaluée, elle est en parfaite santé, et le bébé prospère sous ses soins. La juge regarda Sophie. « Mademoiselle Laurent, pouvez-vous vous approcher avec le bébé, s'il vous plaît ?» Sophie sentit ses jambes trembler en marchant vers l'estrade. Sébastien se réveilla dans ses bras, regardant autour de lui avec curiosité. « Mademoiselle Laurent, est-il vrai que vous allaitez ce bébé ?»« Oui, votre honneur. Pourquoi le faites-vous? Quand retirez-vous » Sophie regarda Sébastien, puis la juge. « Je n'en retire rien de matériel, votre honneur. Je le fais parce que lorsque ma fille est morte, j'ai senti qu'une partie de moi mourait avec elle. Quand j'ai eu l'occasion de sauver Sébastien, j'ai senti que ma fille n'était pas morte en vain, que sa brève vie avait eu un but. Il y eut un silence dans la salle. Même certains journalistes avaient les larmes aux yeux. Avez-vous un attachement émotionnel avec le bébé? Oui, votre honneur, beaucoup. Et avec Monsieur Lefebvre? La question tomba comme une bombe. Sophie sentit la chaleur monter à son visage. Je respecte beaucoup Monsieur Lefebvre. C'est un homme bon et un père aimant. Cela ne répond pas à ma question, mademoiselle Laurent. Avant que Sophie ne puisse répondre, la porte de la salle s'ouvrit brusquement. Un homme d'une 40aine d'années, vêtu d'une blouse de médecin, entra précipitamment. « Excusez-moi, votre honneur. Je m'appelle Dr Julien Martin. J'ai des informations cruciales sur cette affaire qui doivent être entendues immédiatement. » La juge Dubois fronça les sourcils. « Docteur Martin, ceci est très irrégulier. Qui vous a donné la permission d'interrompre cette procédure? Personne, votre honneur. Mais ce que j'ai à dire changera complètement cette affaire. J'ai la preuve d'un lien génétique entre le bébé et mademoiselle Sophie Laurent. » Le chaos éclata dans la salle. Les journalistes hurlaient des questions. Antoine se leva. François pâlit. Valérie resta paralysée. « Ordre !» La juge frappa son marteau. « Docteur Martin, approchez-vous. Et cela a intérêt à être légitime ou je vous accuserai d'outrage. »« Les docteur !» Martin marcha vers l'estrade, sortant plusieurs documents d'une enveloppe Kraft. « Votre honneur, j'ai effectué des analyses de sang sur le bébé Sébastien il y a 2 semaines. Au cours de la procédure standard, j'ai découvert une anomalie sanguine rare, une condition appelée syndrome de Bombay, qui affecte moins de 0,01% de la population. Et qu'est-ce que cela a à voir avec mademoiselle Laurent? J'ai examiné les dossiers de l'hôpital Necker, où mademoiselle Laurent a accouché il y a 2 mois. Ces analyses montrent la même anomalie. La probabilité statistique que 2 personnes non apparentées aient cette condition et se retrouvent dans cette situation exacte est d'environ 1 sur 10 millions. Sophie sentit le monde tourner. Qu'est-ce qu'il dit? Je dis que vous et le bébé Sébastien partagez un marqueur génétique extrêmement rare, ce qui suggère un lien familial direct. C'est impossible, cria François. Je suis le père de l'enfant. Les analyses le confirmeront. Vous êtes peu être le père biologique, monsieur Mercier, mais il y a des preuves que mademoiselle Laurent pourrait être liée au bébé par la lignée maternelle. Valérie se leva, tremblante. C'est ridicule. Je suis la mère. J'ai donné naissance à Sébastien. Il y a des dossiers hospitaliers, des témoins. À moins que... Le docteur, Martin fit une pause dramatique. À moins qu'il n'y ait eu un échange de bébés. Le silence qui suivit fut absolu. Personne ne respirait. Personne ne bougeait. Quoi? Murmura Sophie. Mademoiselle Laurent, où avez-vous accouché de votre bébé? À l'hôpital Necker.
troisième étage, salle de maternité. Quel jour? Le 28 août. Le docteur Martin regarda Valérie. Et vous, Madame Lefebvre? Valérie était pâle comme un fantôme. Le 28 août. Hôpital Necker, troisième étage. Le même jour, le même hôpital, le même étage. Le docteur Martin laissa l'information s'installer. Il y a eu un service de nuit chaotique ce soir-là. Une nouvelle infirmière. 2 bébés nés à quelques minutes d'intervalle et maintenant 2 bébés avec des liens inexplicables. Antoine s'approcha lentement de Sophie. « Tu es en train de dire que… » « Je dis qu'il est possible qu'il y ait eu une confusion. Que le bébé qui est mort n'était pas la fille de Mademoiselle Laurent et que Sébastien… »« Sébastien est mon fils, » termina Sophie, les larmes coulant sur ses joues. « Sébastien est mon fils biologique. » La salle explosa dans un chaos total. La juge Dubois frappait inutilement son marteau, essayant de rétablir l'ordre. François regardait le docteur Martin avec une haine pure. « Combien t'a-t-on payé pour dire ça? C'est Lefebvre qui t'a payé? Combien? Personne ne m'a payé pour dire la vérité, bien que vous m'ayez payé 50 000 € pour la cacher. » Le docteur Martin regarda François droit dans les yeux. « Oui, votre honneur. Monsieur Mercier m'a soudoyé pour altérer des dossiers médicaux. J'ai les virements bancaires comme preuve. » La juge Dubois se leva. « Cette audience est suspendue. Le docteur Martin sera placé en garde à vue pendant que nous vérifions ses affirmations. Monsieur Mercier, ne quittez pas Paris et que quelqu'un obtienne une ordonnance pour exhumer le corps du bébé décédé. Nous avons besoin de tests ADN définitifs. Content de Stoff, Arauli Prowling, Welcome, Araviconcia, Aravicondo. » Sophie s'effondra sur une chaise, serrant Sébastien contre sa poitrine. Le bébé, inconscient de tout le drame, la regardait avec ses petits yeux sombres pleins d'amour. « Mon bébé !» sanglota Sophie. « Maëlène n'est pas morte. Mon bébé est vivant. » Antoine s'agenouilla devant elle, prenant ses mains. « Sophie, si c'est vrai, si Sébastien est vraiment ton fils, alors tout a un sens. C'est pour ça qu'il m'a accepté, » murmura-t-elle. « C'est pour ça qu'il rejetait tout le reste. Ce n'était pas seulement le lait, c'était la connexion. Une mère et son enfant le savent toujours. » Valérie observait la scène de loin avec une expression indéchiffrable. François était sorti de la salle, furieux, suivi par son avocat. Et à ce moment-là, tandis que Sophie pleurait en serrant le bébé qu'elle pensait avoir perdu, tandis qu'Antoine réalisait qu'il pourrait perdre l'enfant qu'il aimait, et tandis que Valérie comprenait que toute sa vie était un mensonge, personne ne remarqua la femme âgée assise au dernier rang. C'était l'infirmière qui avait été de garde cette nuit du 28 août, celle qui avait confondu les bracelets d'identification de 2 bébés parce qu'elle était fatiguée, parce qu'elle était nouvelle, parce que la vie commet parfois des erreurs cruelles. Elle avait vécu avec cette culpabilité pendant 2 mois. Elle avait vu les nouvelles. Elle avait reconnu Sophie, et maintenant, enfin, la vérité éclatait au grand jour. Elle se leva silencieusement et quitta la salle. Dehors, elle respira l'air frais d'octobre et pleura, car certaines vérités, bien que nécessaires, détruisent des mondes entiers. Les 3 jours suivants furent un enfer pour toutes les personnes impliquées. Les médias devinrent complètement fous. Le hashtag « échange de bébés » était une tendance mondiale. Les émissions de télévision débattaient de l'affaire pendant des heures. Des experts juridiques, des psychologues pour enfants et des militants des droits de la famille donnaient leur avis sans cesse. Sophie s'enferma dans le manoir Lefebvre, refusant de parler aux journalistes. Antoine avait engagé une sécurité supplémentaire, après que 3 équipes de télévision eurent tenté d'entrer dans la propriété sans permission. L'exhumation du corps du bébé décédé eut lieu le mardi matin. Sophie ne put pas Upsland assista. L'idée de voir le cercueil s'ouvrir, d'affronter physiquement la possibilité que ce ne soit pas sa fille, était trop forte. Antoine passa toute la journée avec elle, assis dans le jardin, regardant Sébastien dormir dans sa poussette sans trop parler, se contentant d'exister dans cet espace d'incertitude partagée. « Que se passera-t-il si c'est vrai ?» demanda finalement Sophie. « Si Sébastien est vraiment mon fils biologiquement, cela signifie que François a des droits sur lui. Nawanda, teransiklipolitan tantan. Anda, des life. » Antoine avait pensé exactement la même chose. « Je ne sais pas. Légalement, c'est très compliqué. Tu serais la mère biologique. François, le père biologique. Je suis le père légal jusqu'à présent. Et Valérie. Valérie a donné naissance à un autre bébé qui est mort. Pauvre femme, murmura Sophie. Malgré tout ce qu'elle m'a fait, je ne peux pas imaginer sa douleur maintenant. Elle a porté un bébé pendant 9 mois, a accouché, et ce bébé est mort, et elle ne l'a jamais su. Valérie n'a pas quitté sa chambre à l'hôtel où elle séjourne. Sa mère a appelé. Elle dit qu'elle est sous sédatif et sous surveillance psychiatrique. Adèle apparut dans le jardin avec son uniforme scolaire.
On l'avait renvoyé à l'école pour maintenir une certaine normalité. « Papa, les enfants à l'école disent des choses méchantes. » Antoine la serra dans ses bras. « Quel genre de choses, princesse? Que Valérie est méchante, que Sophie t'a volé le bébé, que nous sommes bizarres. » Les larmes coulaient sur ses joues. « Est-ce que Sébastien va rester avec nous? » « Je ne sais pas, ma chérie, mais je ferai tout mon possible pour que ce soit le cas. » Adèle se détacha de son père et se dirigea vers Sophie. Elle lui prit la main. « Si Sébastien est vraiment ton bébé, je suis contente, parce que ça veut dire que ton bébé n'est pas mort et tu es gentille. Tu seras une maman incroyable. » Sophie se mit à pleurer, serrant la fillette dans ses bras. « Merci, Adèle. Ça compte beaucoup pour moi. » Le jeudi matin, tous furent à nouveau convoqués au tribunal. Les résultats de l'ADN étaient prêts. La salle était encore plus remplie que la fois précédente. La juge Dubois entra avec une expression sévère, portant une enveloppe scellée. Cette affaire a attiré l'attention nationale et internationale. Je tiens à préciser que ce tribunal prend des décisions fondées uniquement sur des preuves et dans le meilleur intérêt du mineur. Je me fiche des gros titres et de l'opinion publique. Elle ouvrit l'enveloppe, lut en silence, pendant plusieurs secondes qui semblèrent éternelles. Les résultats ADN sont concluants. Le bébé décédé le 28 août n'était pas la fille biologique de Sophie Laurent. Elle était la fille biologique de Valérie Dubois et de François Mercier. Valérie laissa échapper un gémissement de douleur. Sa mère, assise à côté d'elle, la serra dans ses bras, tandis qu'elle sanglotait. Le bébé connu sous le nom de Sébastien Lefebvre-Dubois est le fils biologique de Sophie Laurent et d'un homme nommé Julien Martel, le père qui a abandonné mademoiselle Laurent pendant sa grossesse. Le silence fut absolu. Sophie sentit qu'elle ne pouvait pas respirer. « Attendez, » dit François en se levant. « Vous êtes en train de dire que le bébé n'est pas le mien? »« Correct, monsieur Mercier. Vous êtes le père du bébé décédé, pas du bébé qui a survécu. » François s'effondra sur sa chaise, pâle. Tout son plan, toute sa stratégie s'écroulait en quelques secondes. L'infirmière responsable de l'échange, Clara Dubois, a présenté une déclaration complète, admettant son erreur. Cette nuit-là, il y a eu 2 naissances presque simultanées. 2 bébés garçons. Au milieu de la confusion et de son inexpérience, elle a placé les mauvais bracelets d'identification. La juge regarda Sophie. « Mademoiselle Laurent, légalement, vous êtes la mère biologique de Sébastien. Cependant, Monsieur Lefebvre a été le père légal pendant ces 2 mois et le père biologique, Monsieur Julien Martel, n'a apparemment aucun intérêt à exercer ses droits paternels. Je ne sais même pas où il est, » dit Sophie d'une voix tremblante. « Il est parti quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Il n'a pas essayé de me contacter. Dans ce cas, nous avons une situation unique. Une mère biologique qui pensait que son fils était mort, un père légal qui a aimé ce bébé en le croyant sien, et aucun père biologique présent. » Robert Fuentes se leva. « Votre honneur, mon client demande à conserver la garde légale du mineur. Il a été le seul père que Sébastien ait jamais connu. »« Objection, » dit l'avocat qui représentait maintenant Sophie, un homme nommé Thomas Guerre, qu'Antoine avait engagé pour elle. « Ma cliente est la mère biologique. Elle a un droit primordial sur son fils. » La juge Dubois retira ses lunettes. « C'est l'une des affaires les plus complexes que j'ai vues en 30 ans de carrière. Mademoiselle Laurent, Monsieur Lefebvre, approchez-vous s'il vous plaît. » Tous 2 se levèrent et se dirigèrent vers l'estrade. Sébastien était avec une nounou dans la salle d'attente contiguë. « Mademoiselle Laurent, que voulez-vous faire ?» Sophie regarda Antoine. Elle vit la terreur dans ses yeux gris, la peur de perdre l'enfant qu'il avait soigné depuis la première seconde de sa vie. Puis elle pensa à sa propre perte, aux 2 mois qu'elle avait passé à croire qu'Hélène était morte. « Je veux mon fils. Bien sûr que je le veux, mais... » Sa voix se brisa. « Mais Monsieur Lefebvre l'aime, il a pris soin de lui et je n'aurai aucune des ressources qu'il a. Je vis dans un appartement minuscule, je travaille à nettoyer des maisons. Je ne peux pas lui offrir la vie qu'Antoine peut lui offrir. L'argent n'est pas la seule chose qui compte dans l'éducation d'un enfant, mademoiselle Laurent. Je sais, mais Antoine est un homme bon, un père aimant, et Sébastien a une sœur qu'il adore. Comment puis-je les séparer ?» Antoine prit impulsivement la main de Sophie. « Il y a une autre option. Votre honneur. » « Laquelle ?»« La garde partagée. Sophie pourrait emménager au manoir, non pas comme employée, mais comme la mère de Sébastien. Elle et moi élèverions l'enfant ensemble. Il aurait ses 2 parents, sa sœur, stabilité. Monsieur Lefebvre, vous êtes toujours légalement marié à Madame Valérie Lefebvre. Je vais demander le divorce cette semaine même pour infidélité et tromperie. » La juge regarda Valérie. « Madame Lefebvre. » Valérie se leva lentement. Ses yeux étaient vides, comme si quelque chose à l'intérieur d'elle s'était brisé de façon permanente.
Je ne me battrai pas. Mon bébé est mort. L'enfant que je croyais mien ne laisse pas. Je n'ai plus rien à défendre. François essaya de s'approcher d'elle, mais Valérie le rejeta. Ne me touche pas. Tu savais qu'il pouvait y avoir une confusion. Les médecins te l'ont dit quand ils ont vu l'anomalie sanguine, mais il t'arrangeait mieux que Sébastien soit le fils d'Antoine. Plus de scandale, plus de mal à son entreprise. Valérie, mon bébé est mort par ta faute. Si je n'avais pas été stressé à cause de la dissimulation de l'affaire, si j'avais eu de meilleurs soins prénataux, peut-être, que mon fils aurait survécu. Valérie se tourna vers la juge. Approuvez ce qui est le mieux pour Sébastien. Je vais à Nice. Je ne veux plus rien savoir de vous tous. Elle quitta la salle, escortée par sa mère. François la suivit du regard et, pour la première fois, il parut vulnérable. Il avait tout perdu. Son fils était mort. La femme qu'il aimait le détestait. Sa réputation était détruite par le pot de vin au docteur Martin. La juge Dubois réfléchit pendant plusieurs minutes. Ceci est ma décision temporaire, sujette à révision dans 6 mois. Sophie Laurent retrouve tous les droits maternels sur le mineur. Antoine Lefebvre conservera la garde légale partagée pendant les 6 prochains mois, pendant qu'une dynamique familiale appropriée est établie. Mademoiselle Laurent, acceptez-vous d'emménager à la résidence de Monsieur Lefebvre pour faciliter l'éducation conjointe? Sophie regarda Antoine. Il hocha la tête en serrant sa main. Oui, votre honneur, j'accepte. Alors, qu'il en soit ainsi. La séance est levée. Le marteau frappa et, avec ce son, tout changea. Sophie avait retrouvé son fils. Antoine gardait l'enfant qu'il aimait. Et ensemble, d'une manière ou d'une autre, ils devraient trouver comment devenir une famille. En sortant du tribunal, les journalistes les encerclèrent. Les caméras clignotaient. Les questions fusaient de toutes parts. Mademoiselle Laurent, comment vous sentez-vous de retrouver votre fils? Monsieur Lefebvre, allez-vous divorcer de Valérie? Est-il vrai que vous vivez ensemble? Antoine entoura Sophie de son bras protecteur, la guidant vers la voiture. Robert et le reste de l'équipe de sécurité bloquèrent les journalistes. Une fois à l'intérieur de la Mercedes, les vitres teintées les protégeant des regards curieux, Sophie se permit enfin de pleurer. Elle pleura pour les 2 mois perdus, pour la douleur inutile, pour le bébé de Valérie qui était mort sans que personne ne le sache. « Je vais rattraper ce temps », jura-t-elle. « Chaque seconde que j'ai perdue avec Sébastien, je vais la rattraper. » Antoine la serra dans ses bras. « Nous le ferons ensemble, je te le promets. » Et tandis que la voiture s'éloignait du tribunal vers le manoir de Neuilly-sur-Seine, vers le bébé qui les attendait, vers une vie qu'aucun des deux n'avait planifiée, mais qui était être exactement ce dont ils avaient tous les deux besoin, aucun ne remarqua la voiture noire qui les suivait à distance. À l'intérieur de cette voiture se trouvait Julien Martel, le père biologique de Sébastien, celui-là même qui avait abandonné Sophie 2 ans auparavant. Il avait vu les nouvelles, il avait vu que son fils était vivant, et que cet enfant vivait maintenant dans un manoir de millionnaire. Julien sourit en allumant une cigarette. Il avait travaillé dans la construction à Nice pendant ces 2 années, survivant à peine, mais maintenant il avait un fils riche, un fils qui valait de l'or. Et Julien Martel n'avait jamais été bon pour refuser les opportunités. 3 semaines après la résolution judiciaire, la vie au manoir Lefebvre avait trouvé un nouveau rythme. Sophie ne dormait plus dans la chambre de service. Antoine lui avait donné la suite principale du 3e étage avec vue sur le jardin et une pièce attenante parfaite pour la chambre de Sébastien. L'adaptation n'avait pas été facile. Sophie se sentait toujours mal à l'aise d'être servie par d'autres employés, dont beaucoup avaient été ses collègues 1 mois auparavant. Mais petit à petit, avec la patience d'Antoine et le soutien inconditionnel d'Adèle, elle commença à sentir que elle appartenait à cet endroit. C'était un samedi matin de novembre. Sophie était dans le jardin avec Sébastien, profitant du soleil d'automne. Le bébé avait grandi de façon notable. Ses joues étaient pleines et roses. Ses yeux brillaient d'intelligence. Il pesait déjà près de 5 kilogrammes. « Regarde, mon amour », lui disait Sophie, lui montrant les feuilles dorées qui tombaient des arbres. « L'automne est magique, n'est-ce pas? Il a l'air heureux. » Sophie se retourna. C'était Antoine qui marchait vers elle avec 2 tasses de café. Il portait un jean et un pull en laine, plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. « Merci », dit-elle en acceptant la tasse. « Il grandit si vite. Parfois j'ai peur de manquer un moment important. C'est pour ça que nous sommes ensemble dans cette aventure, pour nous assurer qu'aucun de nous ne manque quoi que ce soit. » Antoine s'assit sur le banc à côté d'elle. « Comment te sens-tu? Avec tout ça, je veux dire, regrettes-tu d'avoir accepté d'emménager ici? Non, jamais. Mais parfois, j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il y a 3 mois, je nettoyais des sols. Maintenant,
Je vis dans un manoir. J'ai mon propre avocat. Les médias m'appellent la mère miracle. Now ik sterften, en die stentu, frander, en die festure. Tu es plus que ça, Sophie. Tu es courageuse, généreuse, incroyablement forte. Leurs regards se rencontrèrent. Il y avait quelque chose dans l'air entre eux, quelque chose qui grandissait depuis des semaines, mais qu'aucun d'eux n'osait nommer. « Antoine, commença Sophie, mais elle fut interrompue par Adèle, qui sortait en courant de la maison. « Papa, Sophie, il y a un homme à la porte. Il dit qu'il a besoin de vous parler. Il dit que c'est le papa de Sébastien. » Le cœur de Sophie s'arrêta. « Quoi ?» Antoine se leva immédiatement, son expression devenant sérieuse. « Adèle, emmène Sébastien à l'intérieur. » Maintenant, la fillette obéit, bien que clairement effrayée. Sophie suivit Antoine jusqu'à l'entrée principale, où l'un des gardes de sécurité retenait un homme. Julien Martel ressemblait exactement à ceux dont Sophie se souvenait, mais en plus négligé. Il avait les cheveux plus longs, une barbe de plusieurs jours, des vêtements froissés, mais ses yeux couleur miel étaient les mêmes qui l'avaient captivé 2 ans auparavant. « Sophie, » dit Julien avec ce sourire qui lui avait autrefois paru charmant. « Tu as l'air bien. La vie de millionnaire te va bien. Qu'est-ce que tu fais ici, Julien ?» La voix de Sophie tremblait de rage contenue. « Je suis venu rencontrer mon fils. J'ai des droits, tu sais. J'ai vu les nouvelles. Tout Paris sait que je suis le père biologique du bébé millionnaire. » Antoine s'interposa entre Julien et Sophie. « Le même bébé que tu as abandonné alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Tu n'as aucun droit ici. »« Oh, mais j'en ai. J'ai consulté un avocat. Je peux demander la garde partagée, les visites, la pension alimentaire. » Julien sourit avec malice. « Ou nous pouvons arriver à un accord plus civilisé. Combien veux-tu » demanda Antoine directement. « 500 000 € et la signature de documents renonçant définitivement à tous mes droits parentaux. C'est une bonne affaire, considérant que je pourrais demander beaucoup plus devant les tribunaux. »« Tu es méprisable, » cracha Sophie. « Comment peux-tu faire ça? Utiliser ton propre fils pour extorquer. Ce n'est pas mon fils, Sophie. C'est un moyen d'arriver à une fin. Je ne voulais pas être père il y a 2 ans, et je ne veux pas l'être maintenant. Mais si l'univers me donne l'occasion d'améliorer ma vie, je serais stupide de ne pas la saisir. » Antoine sortit son téléphone. « Charles, viens à l'entrée principale. Nous avons un intrus. »« Je ne suis pas un intrus, » protesta Julien. « Je suis le père biologique. J'ai le droit d'être ici. Pas sur une propriété privée sans invitation. » 2 gardes de sécurité apparurent. « Escortez M. Martel hors de la propriété. S'il revient, appelez la police. »« Eken turns of the next. There's Iris. Way. Way. » Tandis qu'il l'emmenait, Julien cria vers Sophie. « Réfléchis bien. Soit tu me paies, soit je te vois au tribunal, et crois-moi, les juges favorisent les droits des pères biologiques. » Quand ils furent finalement partis, Sophie s'effondra contre Antoine, tremblante. Il la serra dans ses bras, la sentant sangloter contre sa poitrine. « Il ne peut pas me l'enlever. Pas après tout ça. Je ne peux pas perdre Sébastien à nouveau. Tu ne le feras pas, je te le promets. » Antoine la serra plus fort. « Je vais parler à Robert. Nous trouverons un moyen de neutraliser Julien. » Cette nuit-là, après avoir couché Sébastien et Adèle, Antoine et Sophie se réunirent dans le bureau avec Robert Fuentes. « La situation est compliquée, » admit l'avocat. « Julien a des droits biologiques. S'il demande un test de paternité formelle et obtient la garde, il a légalement droit à des visites au minimum. »« Et si nous le payons ?» demanda Antoine. « Ce serait de l'extorsion, techniquement illégale. » Mais Robert fit une pause. S'il accepte volontairement de renoncer à ses droits en échange d'une somme convenue, en le présentant comme un accord mutuel, cela pourrait fonctionner. « Je ne veux pas lui donner un seul euro, » dit Sophie avec amertume. « Il ne le mérite pas. » « Tu as raison, il ne le mérite pas. Mais parfois, nous devons ravaler notre fierté pour protéger ce que nous aimons le plus. » Antoine prit la main de Sophie. « 500 000 € est beaucoup d'argent. Mais pour moi, ce n'est rien comparé à la tranquillité de savoir que Sébastien sera en sécurité. » « Et s'il revient en demandant plus, et si cela ne s'arrête jamais ?» Robert intervint. « C'est pourquoi l'accord doit être blindé. Renonciation totale et irrévocable aux droits parentaux, clause de confidentialité. S'il enfreint n'importe quelle clause, il devra rendre l'argent multiplié par 3. Prépare les documents, » ordonna Antoine, « mais enquête d'abord sur lui. Je veux tout savoir sur Julien Martel, où il vit, où il travaille, s'il a des dettes, un casier judiciaire, tout. » Au cours des jours suivants, en attendant le rapport sur Julien, la tension dans la maison était palpable. Sophie dormait à peine, vérifiant constamment les serrures, s'assurant que les gardes étaient vigilants. Antoine remarqua les cernes sous ses yeux,
la façon dont elle sursautait au moindre bruit. Une nuit, il la trouva dans la chambre de Sébastien à 3 heures du matin, simplement en train de le regarder dormir. « Tu ne peux pas vivre comme ça », dit-il doucement depuis la porte. « J'ai peur qu'un jour je me réveille et qu'il ne soit plus là, que Julien trouve un moyen de me l'arracher. » Antoine entra dans la chambre et se tint à côté d'elle, regardant le bébé dormir paisiblement. « Sophie, j'ai quelque chose à te dire et ce n'est peut-être pas le bon moment, mais si je ne le dis pas maintenant, je crois que je vais exploser. Qu'est-ce qu'il y a ? Ces 2 derniers mois, en te voyant avec Sébastien, en te voyant avec Adèle, en partageant tout avec toi, j'ai réalisé quelque chose. » Il se tourna pour la regarder directement. « Je suis tombé amoureux de toi. » Sophie sentit son cœur s'arrêter. « Antoine, je sais que c'est compliqué. Je sais que je suis toujours techniquement marié, même si Valérie a signé les papiers du divorce la semaine dernière. Je sais que tu as commencé comme mon employé, qu'il y a des différences de classe, d'âge, tout, mais rien de tout ça n'a d'importance. La seule chose qui compte, c'est que quand je suis avec toi, je sens que je suis enfin au bon endroit. Je ressens aussi quelque chose pour toi, admit Sophie, les larmes coulant sur ses joues. Mais j'ai tellement peur que ce soit trop rapide, peur de tout gâcher, peur qu'un jour tu te réveilles et que tu réalises que tu as commis une erreur. La seule erreur que j'ai commise, c'est de ne pas te le dire plus tôt. Antoine essuya ses larmes avec son pouce. Je ne te demande pas de nous marier demain. Je te demande juste de me donner une chance, de voir où cela nous mènera. Sophie le regarda, ses yeux gris qui étaient passés de l'intimidation à la rendre en sécurité. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, à la façon dont il ne l'avait jamais traité de haut, à la façon dont il aimait Sébastien comme s'il était le sien. « D'accord », murmura-t-elle, « une chance. » Antoine sourit, et à ce moment-là, avec la lumière de la lune entrant par la fenêtre et Sébastien dormant entre eux, il se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser plein de promesses et d'espoir. Quand ils se séparèrent, Sophie appuya son front contre le sien. « Qu'allons-nous faire avec Julien ? Nous allons lui donner son argent. Nous allons lui faire signer ses papiers et ensuite nous allons oublier qu'il existe. » Antoine lui donna un autre baiser sur le front. « Et nous allons être une famille. Toi, moi, Sébastien et Adèle, une vraie famille. » Le lendemain, Robert arriva avec son rapport sur Julien. Il avait des dettes de jeu de 100 000 €. Il avait vécu avec différentes femmes à Nice. Aucune relation durable. Emploi temporaire. Rien de stable. « C'est un raté à la recherche d'un coup de chance », conclut Robert. « Mais cela le rend dangereux. Les désespérés sont imprévisibles. »« Alors donnons-lui ce qu'il veut », décida Antoine. « Mais avec nos conditions et avec une supervision policière présente lorsqu'il signe les documents. » La réunion fut programmée pour le lundi suivant. Dans le bureau de Robert, avec un notaire présent et 2 policiers comme témoins, Julien Martel signa la renonciation totale à ses droits parentaux sur Sébastien. « 500 000 €, dit Julien en vérifiant le virement bancaire sur son téléphone. « Un plaisir de faire affaire avec vous. Si tu t'approches à nouveau de Sophie, de Sébastien ou de tout membre de ma famille, ce virement est automatiquement annulé et nous te poursuivons pour 3 fois la somme. Compris ?» La voix d'Antoine était d'un acier froid. « Parfaitement compris. Ne vous inquiétez pas, vous ne me reverrez plus jamais. » Julien regarda Sophie une dernière fois. « J'espère que tu es heureuse, vraiment. Tu as toujours été trop bien pour moi. » Et sur ce, il quitta leur vie pour toujours. Sophie sentit qu'un poids énorme avait été soulevé de ses épaules. Antoine la serra dans ses bras, là, dans le bureau. « C'est fini », murmura-t-il. « C'est enfin fini. » Mais tandis qu'ils célébraient leur victoire, aucun d'eux ne remarqua l'enveloppe qui était arrivée ce matin-là au manoir. Une lettre envoyée de Nice. Elle venait de Valérie, et ce qu'elle contenait allait tout changer une fois de plus. La lettre de Valérie resta non ouverte sur le bureau d'Antoine pendant 2 jours. Chaque fois qu'il passait devant elle, il ressentait un mélange de curiosité et d'appréhension. Finalement, un après-midi, tandis que Sophie était dans le jardin avec les enfants, il prit son courage à 2 mains et l'ouvrit. « Cher Antoine, je sais que je ne mérite pas ton attention, encore moins ton pardon, mais j'ai besoin de t'écrire ceci avant de pouvoir continuer ma vie. Depuis des mois, je suis en thérapie intensive. Mon psychiatre dit que je souffre de dépression sévère et que je la traîne probablement depuis des années sans la traiter. Cela n'excuse pas mes actions, mais peut-être les explique. Je ne t'ai jamais aimé comme tu méritais de l'être. Je t'ai épousé pour de mauvaises raisons. Sécurité, statut, échapper aux attentes de ma famille. Et quand je suis tombée enceinte de François, j'ai paniqué. Non pas à cause du bébé, mais à cause de la peur de perdre tout ce que j'avais construit. L'ironie est cruelle.
Le bébé que j'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois, celui que j'ai senti bouger, celui que j'ai rêvé de connaître, est mort, et je ne l'ai jamais su. Pendant 2 mois, j'ai cru que mon fils était vivant, qu'il me rejetait simplement en tant que mère. Maintenant, je comprends que l'univers m'a puni de la manière la plus douloureuse possible. Je n'écris pas pour demander pardon, je ne le mérite pas. J'écris parce que je veux que tu saches que Sophie est tout ce que je n'ai jamais pu être. Elle est authentique, aimante, courageuse. Prends soin d'elle, et dis-lui que je suis désolé pour toute la douleur que je lui ai causée. J'écris aussi parce que j'ai besoin que tu saches quelque chose sur Adèle. Elle n'a jamais été juste la fille de ta première épouse pour moi. Elle était un rappel constant que je n'étais pas la première, que je ne serai jamais assez. Mais maintenant, en thérapie, je réalise à quel point j'ai été cruel envers une enfant innocente qui ne voulait qu'être aimée. Si tu peux, dis-lui que je suis désolé, qu'elle a toujours mérité plus que ce que je lui ai donné. J'ai décidé de rester à Nice. Ma famille a des relations ici et je vais recommencer. Être qu'un jour je pourrai me regarder dans le miroir sans me détester. Le divorce est signé. Je ne veux rien de toi, je veux juste la paix. Prends soin de Sébastien et dis à Sophie que grâce à elle, je sais maintenant ce qu'est le véritable amour maternel. Je l'ai vu dans chacun de ses regards envers ce bébé, même quand elle croyait qu'il n'était pas le sien. Avec regret et quelque chose qui ressemble à de la gratitude, Valérie. Antoine termina de lire, les larmes aux yeux. C'était étrange. Il avait détesté Valérie pendant des semaines, mais cette lettre montrait une femme brisée, faisant enfin face à ses démons. Cette nuit-là, après le dîner, il réunit tout le monde dans le salon. Sophie, Adèle et Sébastien sur sa couverture de jeu sur le sol. « J'ai reçu une lettre de Valérie », annonça Antoine. « Adèle, il y a quelque chose qu'elle veut que tu saches. » Il lut la partie pertinente de la lettre à la fillette. Adèle écouta en silence, traitant les mots. « Elle est vraiment désolée ?» demanda-t-elle finalement. « Je pense que oui, princesse. Les gens font des erreurs, parfois de très grosses erreurs, mais l'important est de savoir s'ils en tirent des leçons. » Adèle resta pensive un instant. Puis elle s'approcha de Sophie et se blottit contre elle. « Je suis contente que tu sois là. Tu es une meilleure maman que Valérie. » Sophie serra la fillette dans ses bras, sentant les larmes menacées de couler. « Je n'essaierai jamais de remplacer ta vraie maman, Adèle, mais je te promets que je t'aimerai toujours. » « Je sais. C'est pourquoi je t'appellerai Maman Sophie, comme le font les enfants avec leur belle-mère dans les films, mais de la belle manière. » Antoine observait la scène, le cœur rempli. Sa famille brisée s'était reconstruite de la manière la plus inattendue. Elle n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Les mois suivants apportèrent de beaux changements. Le divorce d'Antoine fut finalisé en janvier. En mars, il demanda officiellement Sophie en mariage dans le même jardin où elle avait sauvé Sébastien cette première nuit. « Je sais que c'est rapide », dit Antoine, s'agenouillant avec une bague en diamant qui avait appartenu à sa mère, sa première épouse. « Je sais que tout cela a été de la folie, mais je sais aussi que je ne veux pas passer un seul jour de plus sans que tu ne fasses officiellement partie de ma famille. » Sophie pleura, rit et dit oui 1000 fois. Ils se marièrent lors d'une cérémonie intime en mai, avec seulement des amis proches et la famille. Adèle était la demoiselle d'honneur, vêtue d'une belle robe couleur lavande. Sébastien, qui avait maintenant 8 mois, rampait partout dans son petit costume. La mère de Sophie fit le voyage depuis Nantes, n'arrivant toujours pas à croire le tournant qu'avait pris la vie de sa fille. « Ma fille, l'employée de maison, qui épouse un millionnaire, » disait-elle entre 2 larmes. « C'est comme un conte de fées. »« Ce n'est pas un conte de fées, maman, » corrigea Sophie. « Les contes de fées n'ont pas tant de douleur. C'est la vraie vie, compliquée, douloureuse, mais aussi belle. » Pendant la réception, Antoine fit un discours qui fit pleurer tout le monde. « Il y a 1 an, ma vie était parfaite sur le papier. J'avais de l'argent, du succès, une famille qui avait l'air bien sur les photos, mais j'étais vide à l'intérieur. Puis Sophie est arrivée, une femme qui avait tout perdu, mais qui avait encore de la place dans son cœur pour sauver mon fils. Nous ne savions pas alors que c'était son fils aussi. Être que le destin le savait. Être qu'il y avait une raison pour laquelle elle était exactement là où elle devait être cette nuit-là. Je ne crois pas aux coïncidences. Je crois que certaines personnes sont destinées à se rencontrer. Et j'étais destiné à rencontrer cette femme extraordinaire, qui m'a appris que le véritable amour n'a rien à voir avec le sang, l'argent ou le statut. Il a à voir avec le fait d'être présent, de choisir de rester, d'aimer inconditionnellement. Il leva son verre. À Sophie, la femme qui a sauvé mon fils et moi par la même occasion. Tout le monde trinqua, les larmes aux yeux. 6 mois après le mariage, Sophie découvrit qu'elle était à nouveau enceinte. Cette fois,
Antoine fut à chaque rendez-vous médical. Il lui tenait la main pendant chaque échographie, et lorsque leur fille naquit en février de l'année suivante, une bébé parfaite avec les yeux de Sophie et le sourire d'Antoine, ils l'appelèrent Hélène Valentine Lefebvre-Laurent. Hélène en l'honneur du bébé que Sophie pensait avoir perdu. Valentine parce que, malgré tout, Valérie avait fait partie de l'histoire qui les avait unis. Adèle adorait sa nouvelle petite sœur et Sébastien, maintenant âgé d'1 an et demi, la regardait avec cette précieuse curiosité enfantine. « Nous sommes une grande famille », dit Adèle un après-midi alors qu'ils étaient tous dans le jardin. « Bizarre, mais grande. »« La meilleure sorte de famille », acquiesça Sophie avec Hélène dans ses bras et Sébastien jouant à ses pieds. Antoine l'embrassa par derrière, embrassant sa tête. « Tu te souviens de cette nuit où tu as frappé à ma porte en proposant ton aide ? Chaque jour. Ce fut la nuit où tout a changé. Ce fut la nuit où un bébé millionnaire ne voulait rien manger et où une femme de ménage lui a donné de son lait maternel et a été sauvée. Mais il n'a pas seulement été sauvé, nous avons tous été sauvés. » Sophie se retourna pour le regarder. « Tu crois que Valérie va bien ? » ?»« J'espère que oui. J'ai reçu un message d'elle, il y a 1 mois. Elle est fiancée à un architecte de Nice. Elle a l'air heureuse, ou du moins en paix. Je suis contente pour elle. Tu as un cœur trop généreux. Non, je comprends juste que nous faisons tous de notre mieux avec ce que nous avons. Valérie a perdu son bébé. J'ai retrouvé le mien. La vie est étrange, comme ça. Cette nuit-là, après avoir couché les 3 enfants, Antoine et Sophie s'assirent sur le balcon de leur chambre, regardant les étoiles au-dessus de Paris. « Aurais-tu jamais imaginé que ta vie serait comme ça ?» demanda Antoine. « Jamais, même pas dans mes rêves les plus fous. Il y a 2 ans, je nettoyais des maisons, j'étais enceinte et seule. Maintenant, je suis mariée à l'homme que j'aime. J'ai 3 beaux enfants. Je vis dans un manoir. C'est surréaliste. Es-tu heureuse ?» Sophie y réfléchit un instant. Elle pensa à toute la douleur qu'elle avait traversée, la perte, le deuil, l'humiliation. Mais elle pensa aussi à Sébastien qui riait, à Adèle qui l'appelait Maman Sophie, à Hélène qui dormait paisiblement dans son berceau, à Antoine, son mari, son partenaire, son amour. « Je suis plus qu'heureuse, je suis complète. » Antoine l'embrassa, et dans ce baiser, il y avait des promesses de matin ensemble, de défis qu'ils affronteraient unis, d'amour qui grandirait avec les années, car au final, l'histoire n'avait jamais été celle d'un bébé millionnaire qui ne voulait pas manger. Elle avait été celle de trouver une famille dans les endroits les plus inattendus, de l'amour qui transcende la biologie, des secondes chances et des destins entrelacés. Elle avait été celle d'une femme qui avait tout perdu et qui avait trouvé plus que ce qu'elle n'avait jamais rêvé, et d'un homme qui avait tout et qui avait découvert qu'il n'avait rien jusqu'à ce qu'il trouve le véritable amour. Cette nuit-là, pendant que Paris dormait et que les étoiles brillaient au-dessus du manoir de Neuilly-sur-Seine, la famille Lefebvre-Laurent reposait en paix, complète, guérie, et enfin chez elle. Fin.